Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier, bonjour. Cyril, coucou, et Talal. Salut Véro. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Stéphane Bouillet. Bonjour. Cofondateur du Chat qui fume, le célèbre éditeur de DVD et Blu-ray indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien. Je tiens à dire qu'on n'a pas entendu le bonjour de Xavier parce qu'il n'avait pas allumé son micro. Et oui, tout à fait. Bonjour, voilà, je ne me teste même pas. C'est le techno, c'est Igor s'est branché. On n'est pas rendu là. Je tenais quand même à rendre hommage à Laurent qui n'est pas parmi nous ce soir. Donc, Laurent qui ? Laurent Duroche. Petit ange. Je connais pas. Voilà. Un petit ange qui nous a quittés dernièrement, qui travaille. Il est en train de boucler mal. Il est juste au-dessus de notre tête en fait, mais juste, il n'a pas le temps. Il nous chie dessus. Il est fier de pas participer. Donc voilà, donc on aura notre quota de blagues de cul va diminuer. Mais personne ne nous coupera la parole. Peut-être aussi. Bonne ambiance. Il y a toujours Cyril. Hein. Je coupe pas la parole. Remarquez, on a Stéphane qui est pas mal aussi dans le genre. Hein. Donc ouais, moi, non, mais rien non, du mais tout. justement, Stéphane, voilà comment ça se passe le PIFcast. On commence toujours avec l'œil du pif. Donc c'est une séquence dans laquelle on parle de. Ah non, il y a une incursion surprise de Laurent. Bon. Attends, il m'a dit sur moi alors que j'ai dit des trucs gentils quoi. Donc en fait, l'œil du pif, on parle toujours de quelque chose qui nous a marqué récemment, qu'on a vu récemment et qui nous a marqué. Un film, dans pas un jeu de plateau, pas un couscous, un film putain. Ensuite, on parlera de ton métier d'éditeur indépendant. Oui. Et tu te prêteras au jeu de programmateur du PIF avec 3 séances que tu as choisies. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. Très bien. Donc on commence avec l'œil du PIF et on commence avec Xavier. Oh bah évidemment. Puisque tu as allumé ton micro, tu peux y aller. Super. L'atelière. J'adore. Merci l'atelière. En fait, moi je vais vous parler d'un film danois que j'ai vu hier en fait. J'avais oublié en fait que j'avais ce truc là. Quête baissée pour un Danois. Non, en fait il s'agit du film Ulvetid qui est considéré comme un des meilleurs films danois de l'histoire. Très souvent quand on parle de films danois, les gens pensent un peu Le Veilleur de nuit. Voilà. Donc en fait là il s'agit d'un film qui est réalisé par Jens Ravn. Bon, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Qui avait déjà réalisé un film qui s'appelle Manden der Tangtetting, donc qui pourrait se traduire par L'homme qui pensait la vie. Ah, qui pensait la tétine. Et en fait, qui était un film que moi personnellement j'avais trouvé super. Où en fait, c'est quelle époque tout ça? Mander der Tangtetting, je ne sais plus, mais le titre c'est 81. D'accord. Et donc en fait, le film que j'avais déjà vu avant, c'était l'histoire d'un mec qui a la possibilité en fait de créer des objets ou des êtres vivants par la pensée, sauf qu'en fait ça disparaissait très rapidement, donc en fait il va demander de l'aide à un psychiatre qui du coup va refuser de l'aider, donc il va décider de créer un doppelganger, un double pour prendre sa place. C'est un truc un peu... C'est cheapos ou c'est genre les... Non, c'est bien. C'est Stalker, quand tu regardes le scénario, les gens qui sont dans une pièce où ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout, et quand tu regardes le truc, c'est... j'adore Stalker, mais c'est anti-spectaculaire au possible. Des fois les scénarios sont mortels et en fait quand tu vois le film c'est beaucoup plus minimaliste. Non, le film était très cool. Tu aimes Stalker? Ouais, c'est cool Stalker. Faut voir ça en cinéma. Il se la pète un peu. Non mais c'est entre le scénario que tu lis et ce que tu vois, ça, le scénario de Xavier il a l'air mortel, mais des fois c'est un truc hyper minimaliste avec un mec dans une pièce. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé, donc moi je le conseille. C'est sorti en DVD ou non. Ça c'est dur. C'est assez dur à trouver. Après peut-être au Danemark, je ne sais pas. J'ai pas poussé le vice jusqu'à chercher là-bas. Et en fait, déjà sur ton téléphone en train de chercher combien ça coûte. Et donc du coup, Ulvetid est considéré donc comme l'un des meilleurs films d'horreur danois. Donc du coup, j'étais très curieux de le voir. Et en fait, donc c'est l'histoire d'un couple. La femme est enceinte. Le mari, en fait, c'est un écrivain à succès qui écrit toujours des livres centrés sur les animaux. Et en fait, ils reçoivent des lettres régulièrement d'une femme qui aimerait qu'on écrive sur son loup. Et à un moment, une des lettres va arriver, elle va s'envoler, et en fait, donc la femme qui est enceinte va tomber dans l'escalier et elle va perdre le bébé. Donc, suite à la perte de son enfant, elle va commencer à déprimer. Son mari n'est pas spécialement le mec le plus aidant dans ce deuil. Et en fait, le mari va décider d'accepter la visite en fait, de la femme qui envoyait des lettres. Et elle va donc venir avec son loup. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de jeu assez bizarroïde à trois, où en fait le mari va être fasciné par le loup de la femme,
Ils vont décider de créer une meute pendant que cette femme va. On a perdu des auditeurs là. J'en suis sûr, non, mais le scénar il est super pété du bulle. Je crois que c'était une métaphore le loup, non, c'est vraiment un putain de loup. Non, c'est un vrai loup, c'est un vrai loup. T'as un trio entre un homme, une femme. Voilà, la femme va prendre de plus en plus d'importance pendant que la femme de l'écrivain va se sentir de plus en plus délaissée, tout en ayant peur d'être abandonnée, et elle va commencer à fantasmer sur la femme et son loup en se demandant si possiblement ça ne pourrait pas être un loup-garou. Est-ce qu'à un moment donné dans le film il y a quelqu'un qui dit loup et tu m'entends-tu? Alors en dehors de tout ce que je vous ai dit qui a l'air très tordu, principalement c'est un film qui est vraiment basé sur l'ambiance, il n'y a pas de gore du tout. Je ne vous dirai pas s'il s'agit d'un psychothriller ou s'il s'agit d'un vrai film de loup-garou, ça je vous laisserai regarder si vous trouvez le film. C'est là, c'en est pas un. Et vous verrez. Et mais surtout, ce qui était assez fascinant, c'est l'ambiance de ce film, quoi. Il y a un truc. Alors, je précise tout de suite, pour les Cyril, c'est un film lent. Attends, je passe pour le Google. Non, mais toi, Uvetide, mais au bout de 15 minutes, toi, t'as déjà zappé. L'hyperactif qui est pas capable de s'enchaîner. Mais non, il y a un. Qui est pas faux, oui. Il y a un truc, non, il y a vraiment un truc tendu et tout. Il y a vraiment une super ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, il y a aussi un peu tout ce folklore danois sur le loup-garou qui est un petit peu différent, un petit peu féerique quelque part. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que le loup, la place symbolique du loup n'est pas la place habituelle de ce qu'on pourrait penser. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le mec, il a pas eu une carrière énorme, mais enfin voilà quoi. Ces deux films-là sont vraiment à regarder dans sa carrière. Quoi. Si dans 2 ans tu sors chez le loup qui fume, c'est qu'on sait que c'est Radach. Non, mais ça a l'air un peu austère quand même. Mais bon, non, mais ça l'est, mais voilà quoi. Enfin, c'est bien joué et tout. Il est totalement invisible et c'est vrai que c'est dommage quoi, parce que franchement, si quelqu'un veut l'éditer, voilà. J'adore le. Dès qu'on a de l'argent, il y a pas de souci. Talal, ton œil du pif. Alors, moi ça fait une question. Tu sais vraiment à l'avance à qui tu vas demander ou c'est au c'est réfléchi, Je suis comme ça, avec les yeux en l'air. C'est ça la table de Ouija là devant toi. On sait pas qui va tomber sur le truc, on sait jamais. Pas vraiment à l'avance. Ça m'a même étonné, moi. Je me suis dit tiens, ça va suivre. Elle a un compagnon invisible qui lui dit, qui lui pointe. Chuchote à mon oreille. C'est ça. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de jeux vidéo. Non, sérieux. Et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de séries. Donc je parlais à la fois de séries et de jeux vidéo. C'est exprès quoi. In the ass. Mais sérieux. Allez, vas-y. Alors, plus sur le micro, vas-y, on passe à la suivante. Alors, je vais parler de Castlevania, la série Netflix, donc qui a commencé en 2017. Une série qui compte 2 saisons. Donc la première compte 4 épisodes et la seconde qui a commencé, je crois, il y a à peu près 2 mois. Compte 8 épisodes, voilà. Donc c'est l'adaptation de Castlevania. Donc alors j'essaie de bien le prononcer. Akumajo Dracula. Je sais pas si on dit ça bien en japonais, mais c'est la fin qui est un peu foireuse, mais. Donc c'est une série qui est produite par le très connu jeune producteur populaire Adi Shankar, qui est un peu l'homme qui veut réhabiliter les IP, les adaptations d'IP en série et au cinéma. Donc il a produit quand même The Grey, le film avec Liam Neeson, j'ai oublié le titre français. Le Territoire des loups. Le Territoire des loups, 2013. Et Dread 3D, que perso je kiffe. C'est mortel. Qui est sorti une année avant. Et surtout, et ça je ne sais pas si vous le savez, il a produit Bodied, qui est sorti en 2000, qui est passé au pif en 2017. Donc, ce monsieur est aussi responsable d'une série de courts-métrages qu'il appelle les Bootleg Universe, et on lui doit le court-métrage Power Rangers très dark qui est sorti, qui est passé sur le net. Oui, par Geneviève Kahn. Bah oui, tiens, j'avais pas. Dont on avait parlé dans ce fantastique numéro sur le Tokusatsu. Exactement, tout à fait. Oui, place la pub l'autre. Attends. Et surtout, cette série est écrite par Warren Ellis, que tu connais bien, Xavier, cool. Donc qui est l'auteur de Transmétropolitan. Aussi, je suis pas mon malin comme l'autre, mais je connais. Warren Ellis, ouais. Donc cette série écrite entre 97 et 2002, voilà. Donc Castlevania, la série, donc c'est un long développement en elle. C'était l'adaptation en fait de Castlevania 3, le jeu vidéo sorti sur NES, Dracula's Curse, et donc une première adaptation de Ellis a commencé en 2007. Et c'était un peu un projet qui est resté dans les limbes pendant un moment, jusqu'à ce que Shankar en fait s'empare du projet en 2012 et qui voulait faire une adaptation live face au succès des Underworld et tout ça, et il me semble que c'était James Wan qui était aux commandes de l'adaptation live à l'époque. Philippe Leroy n'était pas disponible. Le projet, je n'ai pas compris non plus. Il a fait Blood, The Last Vampire en live.
D'accord. Philippe Naon, je savais pas. Oui. Et Non, c'est pas... Non. C'est Naon quelque chose, mais c'est pas Oui, Philippe. c'est pas Non, Philippe Naon, c'est le comédien. Voilà. C'est machin Naon, je sais plus comment il s'appelle. Fact-checking. Je sais même pas ce que je dois chercher là. Cherche le blog de Last Vampire en live. Voilà. Et donc en 2016, Netflix a mis le grappin sur le projet et donc a pris le scénario tel quel d'Hélice en se disant bon bah ça va faire un très bon truc. Ils ont prévu de faire 3 saisons. C'est Chris Naon, c'est ça. Et donc dans les influences revendiquées, on parle du travail de Hayami Kojima, donc l'illustrateur de Symphony of Night, donc le Castlevania le plus connu on va dire, Satoshi Kon, Ninja Scroll, Vampire Hunter D et aussi Berserk. Donc de quoi ça parle La série donc s'ouvre sur le procès de la femme de Dracula, qui est jugée pour sorcellerie. Donc la femme de Dracula est une humaine, il se trouve. Et puis donc elle est brûlée au bûcher et donc Dracula a décidé de se venger contre l'humanité. Et à partir de ça, il ouvre un compte Twitter, il fait chier tout le monde sur Trevor. non, ça se passe avec des capes et des épées. Donc Trevor Belmont, donc le fameux Trevor Belmont, donc qu'on voit, je crois qu'on voit dans la série, qui est assez récurrent dans la série. En tout cas, la famille Belmont est connue, accompagnée d'une magicienne qui s'appelle Sypha et bien sûr Alucard, que les fans de la série du jeu Castlevania connaissent, parce que c'est les héros de Symphony of Night. Donc voilà, pour parler rapidement de cette série-là, on a un caractère design que je trouve très réussi personnellement, avec des personnages ultra charismatiques. C'est une série sans concession, très gore, assez cul, avec des gros mots, donc qui est vraiment centré sur des adultes. Alors, le truc que je peux regretter, et je pense que c'est peut-être propre à Alice, tu me confirmeras Xavier, c'est ultra bavard. C'est-à-dire que t'as des tunnels de dialogue, et genre où ça va parler. Mais à la fin, c'est quand même assez gratifiant, parce que je prends l'exemple de la saison 2, alors t'as une première saison qui est vraiment centrée sur les héros, les gentils, et une saison 1 qui est centrée sur les gentils, pardon, et une saison 2 qui est vraiment centrée sur la cour de Dracula. Et le final est juste ouf. T'as saison 2, tu te fais un petit peu chier, je dirais, pendant 4 épisodes, et à partir du 6e, ça explose, et au 7e, t'as une baston, mais de ouf, quoi. Voilà, c'est vraiment mortel. Je conseille vraiment cette série. Les saisons 3 est en développement, donc on devrait la voir l'année prochaine. Et je vais en profiter, parce que j'ai parlé de jeux vidéo, je vais faire un petit crochet juste pour dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour 2 jeux indépendants. Un, c'est un jeu bordelais par un petit studio qui s'appelle, j'ai oublié le nom j'ai pas noté le nom du studio, mais c'est pas grave. C'est bien la peine de faire une digression. Qui s'appelle Dead Cells, donc c'est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une sorte de Metroidvania. Je dirai après. C'est désolé pour les développeurs. Et un autre petit jeu qui est sorti récemment, qui est une petite bombe qui s'appelle Gris, et c'est un jeu développé par un petit studio barcelonais qui s'appelle Nomada Studio, et c'est édité par Devolver Digital. Et c'est une sorte de journée en 2D avec une phase de puzzle game assez passionnante. Le jeu est beau à tomber, des musiques magnifiques. Voilà, si vous avez une Switch ou un PC, allez-y. Alors juste pour l'information de Dead Cells, il y a une intro animée qu'on doit à Bobby Pills, et le réalisateur de cette intro, c'est lui qui a fait le petit jingle qu'on a avant les séances au pif. D'accord. C'est ce réalisateur-là qui a fait... C'est pas Motion Twin Motion Twin, merci. Voilà. Bien joué. En tout cas, le réalisateur de... Bravo Motion Twin. Et donc, ce réalisateur... Il a fait le petit spot Bobby Pills qu'on avait avant chaque séance. Voilà, c'est le réalisateur de l'intro de Dead Cells. Ok. Bon travail. J'ai oublié son nom, mais voilà. Bravo monsieur. Stéphane, ton œil du pif à toi. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Alors moi, comme j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps de voir des DVD et des Blu-ray. C'est vrai que ils s'entassent, en plus on me les offre et tout ça parfois. Et donc ils s'entassent dans notre bureau, et à part des séries vite fait qu'on mate du coin de l'œil, non, il y a un film que j'ai revu pour le Chat qui fume malheureusement, donc j'ai parlé d'un film du Chat qui fume qui sort bientôt. Et là je me suis dit quand même c'est la quintessence du cinéma français, la quintessence du cinéma d'exploitation français. Alors ça n'a rien à voir avec le film danois qui a l'air un peu chiant, mais et ton film, c'est de l'animation ce que tu disais là ou Oui, c'est de l'animation. Ouais. D'accord. J'ai pas précisé. Moi je connais rien du tout dans ce domaine-là, donc j'avoue que même les jeux vidéo, je suis un peu perdu. Et moi j'ai revu il y a pas très longtemps avec un grand plaisir. Et je me suis dit quel plaisir, c'était La Revanche des Morts Vivantes de Pierre Reynard. Ça, et non, parce que voilà, j'ai cherché les différences, parce qu'il y a différentes versions, patati patata, voilà. Et donc j'ai revu le film et je me suis dit mais quand même, comment on a pu envoyer ça à l'époque au cinéma, c'est juste hallucinant. J'avais rencontré Jean-Claude Roy, le producteur, avant sa mort, une semaine avant sa mort.
Et donc on a acheté le film et on est très content bientôt de l'éditer. Et c'est pour moi voilà, un film qui représente tout ce que j'aime dans le cinéma. Donc c'est totalement un peu raté, il faut le dire, mais c'est des dialogues un peu... Rolinesques. Ouais, non, parce que les acteurs sont un peu à la ramasse, mais voilà, il y a tout ce que j'aime, il y a du gore, c'est vraiment du gore vraiment très très violent. C'est le film de Benoît Lestan, c'est ça C'est ça. Qui est un maquilleur français qui a fait entre autres Martyr. Effectivement, d'ailleurs, les effets spéciaux sont très bons, à part peut-être le ventre, le fœtus qu'ils font, voilà. Mais non, là, il y a de la nudité, il y a beaucoup de nudité, toutes les actrices sont nudes, même dès le début, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est vraiment... C'est un film parfait, donc. C'est le film parfait. Alors c'est un film fauché, ça dépend. Non, on ne s'ennuie pas un instant. Il y a une fin totalement ahurissante où on se dit mais les mecs ont fumé du crack par je sais pas quoi. Et donc c'est la musique est vraiment pas mal du tout. Elle est sortie en CD. Et non, c'est vraiment un film qui et bizarrement quand on a fait l'annonce sur notre Facebook, les gens ont été vraiment chaud patate pour revoir le film, ce qui est quand même très étonnant. Et on se dit on va se planter avec ce film-là, mais même pas. Je pense pas. C'est vraiment un film qui représente. C'est un petit plaisir coupable. C'est le genre de petit film où on sait tous les défauts, on sait qu'il est indéfendable devant des gens qui aiment les films danois, mais après ça, on sait que... mais j'apprécie aussi, attention. Hein. Non, mais je taquine. Mais on sait que ça peut être indéfendable envers... voilà, mais bon, c'est un plaisir d'une heure 30 et c'est un film que je peux revoir plusieurs fois et donc à la suite. Il y a une histoire hein, l'histoire de la revanche des morts vivantes, oui, c'est une revanche des morts vivantes. Non, mais c'est des femmes qui sont toutes nues, enfin qui sont souvent toutes nues. Non, ce sont des jeunes filles effectivement qui après avoir bu un verre de lait s'effondrent mortes. Et donc avec une usine qui est pas loin, donc c'est un plus il y a un petit film, un petit côté un peu, on va dire écolo. Ah, super. Non mais quand même 35 ans. Il veut son label COP 21. Ah bah à fond, on va voir Nicolas Hulot là-dedans. Ouais. Mais il y a un petit côté écolo parce qu'il y a une usine à côté qui déverse n'importe quoi et donc elles sont mortes, elles reviennent à la vie et donc elles vont se venger en tuant des gens, des filles, souvent nues et à coups d'épée dans des endroits pas propices à accueillir une épée et donc voilà, c'est une histoire super simple. Les acteurs jouent un peu comme des patates, mais les effets spéciaux sont excellents et on ne s'ennuie pas un instant. Et Pierre Hénart m'a raconté un peu le tournage. Le réalisateur, du coup. Pierre Hénart, qui a fait du porno pendant des années, qui a été l'assistant de Claude Mulot sur beaucoup de porno. Et il a fait 2 films, il a fait Dressage. Et donc il a fait ce film-là juste après. Avec les mêmes actrices que Dressage, et après ça il s'est arrêté. Le film a fait assez bien marché à l'époque en France. Je m'en souviens que Mad Movies avait mis je m'en souviens encore de l'article de Mad Movies, même à l'époque dans un vieux Mad Movies à propos du film. Donc c'est un film qui est sorti donc en 86 de mémoire, et donc tous les ados de l'époque soit ont vu au cinéma, bon pas moi malheureusement, mais en cassette vidéo et ont connu leurs premiers émois sexuels. C'est triste. Devant ces actrices de déviants et voilà. Non mais c'est vraiment. Je vais le sourire complice de Xavier. Hein, j'ai hâte de le voir défendre le film au CNC. Genre vous savez, sur la moi aussi, j'aimerais tellement. Alors honnêtement, voilà, c'est sur le film ça qu'on aime défendre parce que voilà, on va dire que c'est français. C'est français. C'est du patrimoine français, c'est vrai. C'est du patrimoine français. C'est un des derniers films, on va dire bis du patrimoine. C'est peut-être le plus grand film bis. Le Chant du Cygne. Non mais c'est ça, c'est le Chant du Cygne. 86 c'était mort, donc il y avait le couteau sous la gorge. Il y a eu Baby Blood après. Comment ? Il y a Baby Blood, on va dire Baby Blood un petit peu après. Ouais, mais Baby Blood, c'est quand même. Ça reste bis, quand même. Ça reste bis, mais c'est 87. C'est début 90, Baby Blood. Début 80, non Non, début 90. Okay. Mais c'est quand même plus carré, on va dire. Et Xavier, t'as pas bossé dessus à l'époque à Neo Publishing sur le film ? Moi, je suis arrivé après. Ah, triste. Ouais, on peut pas tout avoir. Triste tué. D'ailleurs, Néo qui avait la version censurée, malheureusement, il n'y avait pas toutes les scènes de nudité. On comprend plus rien à l'histoire, du coup, s'il n'y a plus ces scènes-là, c'est ça. C'est capital pour la compréhension. Alors, le plus marrant, c'est quand même, je fais un petit aparté, on a quand même recherché des actrices. Voilà, qui depuis ont totalement changé, donc 2 surtout. Non, sérieux ? Il y en a une qui est devenue maintenant photographe, elle bosse pour la mairie de Paris, elle est artiste et tout. Elle s'appelle Anne, elle est mère. Non. Et l'autre, elle est peintre, un truc comme ça, donc elles vivent dans des mondes, ça se sent un peu très loin de tout ça. Bon, par acquis de conscience, on a quand même écrit aux 2 actrices, bien sûr, on n'a jamais reçu aucune réponse. Si vous nous écoutez, mesdames, parce que je sais que vous nous écoutez, bien sûr. Voilà, et malheureusement. Donc, on les invitera, ce sera nos premières invitées féminines. À poil, par contre. Et donc, c'est pas une invitée féminine. Bah oui, je sais. Ah, c'est vrai. Tu crois pas que je fais le compte depuis le début ? Oh putain. C'est vrai, il n'y a jamais eu de femmes. Dans ce milieu, t'as pas des masses, alors déjà qu'on a pas beaucoup de monde. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'on a invité des. Ouais, on n'a pas invité. Prochaine fois. De toute façon, une suffit. Oh. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est sorti ou ça va sortir alors ? Ça va sortir en février. Ok. Ah, c'est bientôt. Bravo. Oui, avec des interviews, des choses comme ça, voilà. DTS HD ?
Bien sûr. Je ne comprenais pas. Oui, avec la version intégrale, effectivement, et donc le DTS, tout ça. Bien sûr, ouais. Nouveau master, rutilant, et voilà. Cyril. Ah, c'est moi? Oui. Et toi, tu fais quoi du coup? Bah, je sais pas. À la fin. Elle se garde pour la fin, là. Moi, je vais parler d'un film fondateur, un film sur lequel il n'y aurait pas aujourd'hui de pifcast, il n'y aurait pas de pif, il y aurait même pas, je ne connaîtrais même pas Stéphane s'il n'y avait pas eu ce film en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai cherché ce film comme un fou sur internet et je me suis inscrit sur les premiers forums de cinéma pour pouvoir le retrouver. Je me suis inscrit sur DVDnet pour retrouver ce film-là en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est L'Enfant Bâtard de Sam Raimi et de Peter Jackson. C'est un film qui a réussi à faire la synthèse de toute cette époque-là, ces films un peu fous, gore, ultra libérés et tout, mais beaucoup plus tard. C'est un film assez récent. Début des années 2000, même carrément 2000. Ça pourrait, d'après vous, un film L'Enfant illégitime de Peter Jackson et de Sam Raimi. Moi j'aurais dit Body Trash, mais bon. Beaucoup plus tard. Les frères Sperry, là, non? Non, c'est beaucoup plus tard. Ça, moi, c'est vraiment début 2000, quoi. De Peter Jackson et Sam Raimi. Ouais, un mélange de Kung Fu Gunfight, Shambara, Versus. Voilà. Ouais. J'ai revu Versus de Ryu Kitamura, ça faisait genre des années que je l'avais pas vu. C'est un film que j'avais énormément en tout cas attendu à l'époque. Dans Mad Movies, il y avait eu une preview suite à un passage à Gérardmer. Alors je fais mes petites notes parce que je vais pas me tromper. À Gérardmer 2001, il était passé et en fait c'était un film que personne n'attendait. En fait, il avait été juste montré au Festival de Tokyo l'année d'avant et personne ne savait ce que c'était que ce film-là. Le réalisateur n'était pas connu du tout et en fait ça a été un choc pour tous ceux qui ont vu ce film-là à cette époque-là. Alors l'histoire, en gros, c'est deux prisonniers qui s'échappent d'une prison. Ah, logique. Et ils attendent des yakuza. Ça se passe au Japon. C'est un film japonais, donc ça se passe au Japon. Ils attendent des yakuza dans une forêt. Ils sont censés les exfiltrer. Ils y arrivent, sauf que ça se passe pas comme prévu. Et ils vont se tirer dessus. Et un des yakuza va mourir et ressusciter. Et du coup, qu'en fait, dans cette forêt, les gens qui meurent peuvent ressusciter, quoi. Et voilà, c'est juste ça. Après, c'est les gens qui se tabassent pendant 2 heures. Et c'est rempli de séquences complètement outrancières. C'est très très drôle. C'est une sorte d'humour très bizarre. C'est très speed. Ça ressemble beaucoup donc, au Jackson du début, au Sam Raimi du début. On va pas se mentir, ça parle beaucoup trop. En fait, le film est assez chiant quand ça se met à parler. C'est un peu relou. Mais les séquences, on va dire, un peu speed et un peu d'action sont... Pour l'époque, c'était du jamais vu. En tout cas, c'était vraiment la première fois qu'on voyait une sorte de d'adaptation de manga en live. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent ça. Il y en a eu plein d'adaptations de manga en live, mais ce côté dans l'action... je veux dire complètement débridé où il y a des idées complètement folles, les gens vont s'envoler parce que là carrément dès qu'il y a un coup les gens font des bonds de 2 mètres, quand on découpe quelqu'un il est découpé, on le voit se découper en deux et s'ouvrir avec des gerbes de sang. Enfin c'est le mix de tout ce qu'on a aimé, les Shambara, Baby Cart, le Kung Fu de Hong Kong, les gunfights de John Woo. Enfin c'est un mélange de plein de trucs. C'est pas réussi à chaque fois, à chaque fois c'est pas le meilleur de tous les univers, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Juste pour expliquer, le réalisateur donc Kitamura avait juste fait avant 2 moyens-métrages, Dawn to Hell et Hit After Dark, respectivement 97 et 96. Et en fait, Versus, c'était censé être Dawn to Hell 2. Finalement, le film était beaucoup plus gros que prévu. Le premier film était tourné en vidéo, là c'était tourné en 35 mm ou en 16, je sais pas encore si c'est du 16 ou du 35, mais c'était tourné en pellicule. Et le film finalement a été, devait se tourner à la base sur plusieurs semaines, sur 3 semaines. Finalement, ça a duré 7 mois, parce qu'il y a eu plein de problèmes financiers et tout, quoi. Et voilà, c'est comme ça que le film s'est fait. Un des gros points noirs du film, je trouve, à mon avis, c'est l'acteur principal, Taiki Sakaguchi. Alors, je ne suis pas d'accord, mais bon. Pourquoi? Non, mais il dégage un truc. Taiki Sakaguchi, quand il veut, putain, en fait, c'est un mec qui est assez mono-expressif, qui était surtout bon pour la bagarre. Et j'ai retrouvé une petite anecdote sur comment Kitamura l'a trouvé. Alors je vais vous lire le texte exactement. Donc, la raison principale pour laquelle Kitamura a embauché Sakaguchi, c'est parce qu'il avait un beau sourire. C'est ce qu'il a dit à l'époque. Mais Sakaguchi affirme avoir rencontré Kitamura lors d'un combat de rue dans lequel Sakaguchi était impliqué. Kitamura lui a offert le rôle dans son film après on lui a demandé s'il préférait se battre dans la rue ou se battre dans les films. Il a dit et Kitamura plus tard a avoué que c'était la vraie explication, même si bon voilà, quoi. En tout cas, pour dire que le film doit surtout sa réussite, à mon avis, à sa photo, c'est-à-dire à la photo du chef opérateur, parce que le film, la caméra vole, s'envole de partout. Bon, souvent les mecs viennent prendre la pause et souvent, au niveau montage, c'est un peu n'importe quoi parce qu'il n'y a aucun raccord. Des fois, c'est juste pour que les mecs puissent prendre la pause comme dans un jeu vidéo, un jeu de baston. Mais t'as des plans, putain, mais je sais pas comment ils ont fait. Des plans de grue, il y a des plans, genre la caméra, la balle va tirer dans un corps, donc il y a un trou et la caméra va passer à travers le trou, comme pouvait faire Sam Raimi dans son western, The Quick and the Dead, mais c'est quoi en français Mort ou vif, voilà. Il y a plein de trucs comme ça et tout. Et un autre truc aussi que j'aime beaucoup, c'est la musique de Nobuko Morino. Donc ça, c'est le compositeur. J'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, la fois le chef opérateur et le compositeur. Ils ont fait, à part bosser pour Kitamura, ils n'ont pas fait grand chose. J'ai juste découvert un truc rigolo, c'est que le compositeur a fait la BO de Terror Firmer de Lloyd Kaufman, comme quoi, un peu surréaliste. Mais voilà quoi. Donc
Voilà, c'est un film en tout cas, et sachant qu'il y a une version, alors j'ai jamais vu, mais il y a une version qui s'appelle Ultimate Versus, où en fait ils ont tourné des séquences supplémentaires, ils ont changé pas mal de choses apparemment dans les FX, même la musique, donc j'espère qu'ils n'ont pas trop altéré la musique. En tout cas, il y a une version alternative qui existe, et si un jour vous avez l'occasion de récupérer le Blu-ray ou des éditions étrangères, je préférais à la version française, le DVD français qui existe, parce que le DVD français avait un gros problème de colorimétrie. À plein d'endroits dans le film, il y avait des filtres de couleur rouge-bleu qui ont complètement disparu, le film était complètement lissé. C'était Film Office, à l'époque Film Office était coutumier du fait. Il y avait par exemple le Vampire de Carpenter, tout le début était en rouge, le ciel était rouge au sang, et la version qu'on avait en France était lissée au niveau des couleurs, il n'y avait rien, voilà. Donc préférez les versions étrangères au Blu-ray. Qu'est-ce que vous pensez de Versus, mes chers amis? Voilà, je crois que t'as tout dit. Hein. Non mais moi personnellement, je trouve que Versus, dans l'absolu, est un mauvais film. Mais au niveau de la réal et des mouvements de caméra, il y a des trucs, mais c'est incroyable, quoi. Putain, il y a des scènes de fight, mais je veux savoir comment ils ont fait, quoi. Mais en fait, le film dure 2 heures. En fait, en le regardant à nouveau, je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est long, en fait. Et effectivement, c'est assez mauvais. Mais à l'époque, j'étais complètement fou sur la réalisation et je surkiffais ce film-là. Et en le revoyant, finalement, l'aspect numérique, enfin l'aspect pellicule, finalement sauve vachement le film. C'est quand même en le regardant maintenant, on se dit c'est quand même autre chose que les DTV Asylum qu'on se mate. Il y a quelque chose, il y a un grain, il y a une patte. Mais après ça raconte pas grand-chose, ça cabotine beaucoup. Hein. Les acteurs ils font qu'une grimacer. On est à la limite, par exemple pour les Yakuza, on est à la limite du stéréotype de l'acteur japonais qui essaie de faire un Yakuza. Hein. Ce que les gens vont imaginer, c'est ça que vous aurez à l'écran. Ça se joue un peu comme dans le collège Foufoufou, si vous voyez un petit peu. Ça se joue un peu comme ça, quoi. Talal, Véronique. Mais moi, effectivement, quand j'ai vu à l'époque, c'était un peu. Enfin, il faut remettre le film dans son contexte. À l'époque, c'était vraiment, c'était hallucinant, quoi. Au niveau de la mise en scène, on n'avait jamais vu ça. Et c'est vrai que le grain de l'image, la pellicule, c'est juste impressionnant. Non. Maintenant, effectivement, alors je l'ai pas revu. Hein, moi, j'avoue, depuis. Je l'ai pas vu depuis aussi. Voilà. C'était donc j'ai peut-être un peu peur maintenant après t'avoir écouté. C'est trop long en fait. Mais non, c'était juste à l'époque, mais fou, quoi. Il y a le flingue qu'on voit dans Robocop, le gros flingue géant. Ils utilisent ça pour se tirer dessus à bout portant. Il y a un clin d'œil à Matrix. Enfin, c'est un film assez méta en avant. C'est que c'était pas du tout méta à l'époque, mais c'était vraiment un film méta. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'associe vachement à Matrix parce qu'il était arrivé peu après. Un an après, ouais, quasiment. Et il était un peu vendu comme ça aussi. Et je l'ai pas revu depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était grosse claque par rapport aux scènes d'action, etc. Mais j'ai peur de le revoir là. Il est habillé en cuir, il prend un blouson en cuir comme Neo. Enfin, il y a un mouvement de caméra circulaire, mais bon, qui a rien à voir avec celui de Matrix. Mais quand il y a un des flics qui dit vas-y tire-moi dessus, je suis aussi rapide que Mike Tyson, il dit ça va pas. Très bizarre. Le mec dit il y a une fille qui se prend un coup, il fait ne touchez pas, je suis féministe. Il y a plein de trucs comme ça bizarres. Derrière, la meuf fait que de se prendre des coups dans la gueule tout le long. Il y a une histoire de voyage dans le temps. Enfin, c'est tout pété niveau scénario, mais voilà, c'est l'efficacité. À la fin, il a un sabre laser avec les 3 points rouges de Predator. Enfin, c'est un film. Et comme tu dis, en 2000, c'était hallucinant. Moi, j'avais 20 piges, c'était ouf de voir ça, quoi. Maintenant, on a vu mille fois ça, mais en tout cas en 2000, c'était assez dingue. Et du coup, je cherchais complètement à voir ce film-là. Et je savais qu'il y a un bootleg allemand qui existait, c'était vendu sur un site et j'achetais jamais sur Internet. Mais c'est marrant, ça me paraissait pas si compliqué, moi, de le trouver, ce film-là. En 2000, en bootleg, ça qui n'était pas encore sorti à l'époque, c'était vraiment une version parce que je voulais trop le voir. Je sais pas, j'ai fait un petit test sur il est quand même sorti pas longtemps après. En fait, il est sorti 2 ans après en France. Il est sorti en février 2002. Il a été montré. Le 12 février 2002. J'ai noté le 20 février 2002. Voilà. En fait, 2000, c'était sa sortie au Festival de Tokyo. Janvier 2001, il a été montré à Gérard May et il a fallu attendre 1 an pour qu'il soit montré en fait en salle en France. C'est sorti en salle en France. C'est fou ça. C'est quand même dingo. J'ai regardé un peu les critiques de l'époque de la presse. Forcément, ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est tellement pas un truc habituel. Ce film-là est tellement une anomalie. Après Kitamura, il y a eu du bon, du moins bon. Enfin, c'est assez régulier, on va dire, quoi. Justement, ce film fait partie de ma shamelist, on va dire. Et qui s'allonge d'émission. Qui s'allonge. Parce que j'aime beaucoup Midnight Train. Que je trouve vraiment alors cool. Si t'as aimé Midnight Train, c'est n'a absolument rien à voir. Oui, je sais, mais le talent du réalisateur m'a plu. Voilà, donc après il a fait beaucoup de bouse, Kitamura, on va pas se mentir, mais même genre je pense à Azumi, qui était son meilleur film dans ce qu'il a fait. Ouais, non mais pareil, dans Azumi t'as des plans de caméra, trucs là, c'est les caméras qui tournent. Un truc de fou. Et voilà, donc là, pour moi, c'est vraiment le chef opérateur. Et je me suis demandé s'il avait pas fait d'autres trucs après, genre comme Takeshi Miike est arrivé avec des gros budgets, est-ce qu'il a pas bossé avec Miike ? Non, finalement, il a fait que les films de Kitamura. Pareil pour le compositeur de la musique, je trouve la musique, je l'adore. Je la mets d'ailleurs souvent le combat de fin dans les BO de la liste du PIF et tout. Voilà, on l'a passé ici dans un PIFcast, on l'avait passé en musique de fin et tout. Véro, à ton tour, parce que c'est bien de nous cibler, mais bon. Non, mais moi, du coup, je crois que mon œil du PIF va faire
le lien avec notre sujet du jour, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un film qui était sorti chez Le Chat qui fume. Ah bon. Ah bon. Enfin, je crois. Ah bah d'accord. C'est Pulsion cannibale. Oui. Voilà. Ah. Que j'avais jamais vu, que j'ai découvert assez récemment, Antonio Margheriti, 1980. Donc c'est avec John Saxon. Donc j'étais déjà tombée amoureuse lors de l'émission 31. Si vous avez écouté le podcast quand on avait parlé de la fille qui en savait trop et qui en 80 n'a rien perdu de son charme. Il joue Norman. Excusez-moi, vous parlez de filles nues, je peux parler de John Saxon. Mais John Saxon quand même. Quoi? Non, il a au moins 50 ans. Vous Et n'allez alors pas regarder Non, les mais photos de tu John aimes- Saxon aujourd'hui, vous allez vous faire des idées sur Véro. C'est ça. Non, mais elle aime les hommes matures. c'est Voilà. C'est déjà dans Anaconda en plus. Mais non, c'est John Voight. Ah putain, merde. Tu te fais avoir à chaque Fatigué. donc il joue Norman Hopper, un vétéran du Vietnam qui a du mal à se réacclimater à la vie normale et qui s'aperçoit que les autres anciens vétérans sont atteints d'un mal étrange qui les pousse à mordre, voire à dévorer les autres personnes, et surtout on s'aperçoit que lui-même lutte contre ce mal. En fait, quand j'ai lancé le film au début, alors en plus je l'ai vu sur le câble, n'est-ce pas? Et il était sous son autre nom qui est Demain l'Apocalypse, donc je savais pas que c'était Pulsion Cannibale quand j'ai lancé, et après j'ai compris. Demain l'Apocalypse. Ouais, parce qu'en fait, en italien, Apocalypse Domani. en italien Ah oui, c'est d'accord, Apocalypse d'accord, Domani, d'accord, et en ils italien. ont fait une traduction en français. Ah ouais, les mecs, Bref. bravo quoi. Oui, voilà, c'est très approximatif, mais bon. Et donc le début, je me suis dit mince, c'était un nanar, sachant que j'avais vu il y a pas longtemps l'Apocalypse dans l'océan Rouge, je me suis dit merde, je vais encore me taper un gros nanar. Leur bateau bas. Et du coup, au début, là, toutes les scènes au Vietnam, c'est un peu, on est un peu étonné, on rigole, etc. Et puis arrive toute la période qui se passe aux États-Unis, et là, en fait, le film prend une tournure beaucoup plus sombre, choquante, dérangeante et hyper intéressante. Enfin, moi, c'était vrai. Enfin, la tournure que prend le film en cours de route est hyper agréable, justement parce que dès le départ, on est un peu détendu par cette ambiance nanar. Enfin, c'est certainement pas voulu, hein, mais en tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Et du coup, je me suis vraiment fait saisir en cours de route par la noirceur du film, en fait. Et qui, en même temps, garde un côté bis tout au long, avec des scènes ultra gore, des petits détails un peu too much, on va dire, et puis surtout le plan final qu'on ne dévoilera pas et qui est carrément Z, quoi. Et voilà. Donc, du coup, je m'attendais pas à ça, et j'étais très très surprise et contente de voir ce film, de découvrir ce film sur le tard, évidemment, mais et du coup, c'est en 2016 qu'il est sorti au Chat qui fume, c'est ça? Oui, sûrement. Ah, d'accord. Ah, bravo. C'était pas toi? si, mais j'ai pu vraiment. Non, mais tout passe très vite. Non, mais c'est un film qui est génial. De toute façon, Margheriti n'est pas fan. Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait des films d'horreur. Donc, il venait de faire des films de guerre, donc tournés, je sais pas trop, aux Philippines ou en Thaïlande, je sais pas trop. Donc, il voulait plutôt faire un film sur les soldats. Donc, voilà. Donc, on lui a donné ça à faire, donc de l'horreur. Donc, il le fait bien. Donc. Non, c'est un film qui est très plaisant à voir. C'est un peu bizarre, les gens sont toujours un peu désarçonnés, effectivement, entre le gore, les cannibales, et puis le côté très sérieux du film, de la contamination. Mais c'est un film qui est très bien. C'est un bon choix. Il n'y a pas un making-of assez important dans le... Non, dans le DVD, malheureusement maintenant qui est totalement épuisé, il y avait un documentaire de son fils, voilà, qui avait fait un documentaire sur son père. Et donc Margheriti, c'est quand même un des dieux du cinéma italien, du cinéma d'exploitation qu'on a oublié malheureusement avec Argento, Fulci, Bava. Mais Margheriti, vraiment, c'était un des maîtres. Oui. Enfin, vraiment à redécouvrir. Il a tout fait. En tout cas, moi, Pulsion Cannibale, moi j'avais adoré. Et c'est marrant parce que généralement, à chaque fois que j'ai pu parler de ce film à quelqu'un, généralement tu vois tout de suite qu'il ne l'a pas vu, parce que quand tu ne l'as pas vu, tout de suite on va te dire ah oui, c'est le nanar là avec John Saxon et tout. Donc tu sais que non, tu ne l'as pas vu, parce que si tu l'avais vu, tu te rendrais compte que tu vas te prendre une petite gifle quand même. Petite, faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que l'aspect nanardesque du début va vraiment trancher avec le reste, quoi. On se fait un peu cueillir quand même dans ce film. Et du coup, c'est vachement agréable. C'est ça, pour ça que moi j'aime beaucoup ce film. Je trouve pas ça aussi nanar, moi, le début, bizarrement, mais je trouve que le film est connu surtout pour l'effet spécial à la fin oui. du gars qui est totalement avec le corps, avec le trou dans le bide. C'est vraiment impressionnant, quoi, à voir ça. Et ça reste toujours impressionnant, même 30 ans, 40 ans plus tard, c'est toujours impressionnant. Oui, puisque la caméra rentre dedans qu'on a Versus. Et non. Et voilà. Mais c'était peut-être un hommage en Versus. Et peut-être. C'est peut-être un hommage. Hein. Bon, on passe au dossier du jour. Quand
Quand on a discuté avec le public du PIF lors de la 8e édition du festival, nombreux sont ceux qui nous ont parlé du chat qui fume. Stéphane étant un ami de Cyril et Xavier, c'est tout naturellement que nous l'avons invité à venir se livrer autour de la table du PIFcast sur son métier d'éditeur indépendant. Et de Talal aussi. Et de Talal Oui, aussi. je on, connais se connaît, Talal on aussi. se- on se connaît depuis moins longtemps que vous trois, mais Voilà. Du coup, est-ce que tu peux juste nous faire un peu l'historique déjà pour commencer pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le chat qui fume, depuis quand ça existe Les devis du chat qui fume. De quoi Les devis, les devis, j'ai- voilà. Non, oui, Pas c'est les vrai devis que dans le les sens pas devis, dans oui, le oui, sens je vois, oui. bonne commande et tout. Hein. et pourquoi il fume aussi, c'est une grande question. non, ça. oui, alors, le nom, on nous demande souvent le pourquoi du nom. Non, c'était tout simple. On cherchait un nom sympathique et on avait trouvé des noms très professionnels. C'était un peu chiant. Effectivement, voilà, c'est l'ami avec qui je bossais à l'époque qui a décidé, qui a trouvé ce nom, qu'on a gardé. Et puis bon, ça fait marrer les gens. Donc c'est vrai que ça détonne un petit peu dans l'édition vidéo. Mais on l'a gardé. Donc on existe depuis 2005, pardon. Et je suis fatigué. Donc depuis septembre 2005, et donc ça fait donc 13 ans. On a fait une petite pause il y a quelques années, pendant 3-4 ans, on s'est arrêté parce qu'on avait on était très fatigué. Et on a repris il y a donc environ 4 ans. Et pour notre premier Blu-ray après ça, donc du Venin de la peur. Et alors juste quand tu dis on, c'est qui? Alors nous sommes deux, donc il y a moi, Stéphane Bouillet, voilà. Et donc j'ai été rejoint par Philippe Blanc, qui m'a rejoint il y a 3-4 ans, effectivement, voilà, quand on a relancé la machine. Donc on bosse tous les deux, on se parle souvent. Bon, Philippe bosse moins dans la boîte parce qu'effectivement il habite près de Genève. Mais C'est une raison. ouais, voilà. Non, mais de toute façon, le chat qui fume, c'est très. On a toujours bossé comme ça, chacun chez soi, ou alors chacun dans des bureaux différents. Notre graphiste habite pareil, pas loin de Paris. Il y a un lien avec le PIF. Son graphiste, c'est celui qui a fait les affiches des 2 premières éditions du PIF. Effectivement, Frédéric Frédéric Daumont. Daumont. Voilà, que je maltraite souvent malheureusement, donc je m'en excuse ici publiquement, parce qu'il fait des très belles affiches, enfin des très belles couvertures aussi. Et bon, il était trop cher, mais bon. Et Il va probablement écouter. Ouais, mais il va c'est sûr. probablement te faire chier. c'est sûr. Et donc voilà, et puis on a plusieurs personnes qui bossent, soit en Belgique, Marseille, Strasbourg. Voilà. Donc nous on bosse, on est pas mal sur Internet, on bosse pas mal, je sais pas comment on dit, décentralisé. Et donc voilà, on en est à 90 films environ en l'espace de 13 ans. Parfois, même nous, on est étonnés, on se souvient plus vraiment des films qu'on a sortis. Et donc ça va continuer, parce qu'on compte en sortir 25 environ l'année prochaine. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Bravo. Ouais, alors je sais pas si on va tenir. Hein. Déjà 12, c'était déjà dur là, donc cette année, mais là on s'est pris un petit peu en avance, mais c'est le but, ouais. Ouais, moi j'ai vu se créer la gestation de l'entreprise Ouais, c'est vrai, c'est vrai. sur le forum de Devil Dead où on était tous les deux présents avec Stéphane et Fausto d'ailleurs aussi qui était présent aussi dessus. C'est vrai. Xavier, tu n'étais pas dessus, je crois. Non. Et tu en parlais à l'époque, c'est marrant parce qu'on suivait l'évolution. Limite, tu nous disais, bah là on a déposé le nom. Enfin, on suivait, limite, il y avait un sujet, tu expliquais au fur et à mesure et on a vu c'était Deadly Spawn, ton premier titre. Et on a vu c'est ça. la création du truc se faire au fur et à mesure et on était tous assez fiers Donc, de voir qu'il y arrivait. Mais donc la genèse, c'est en gros, vous êtes parti d'un constat, il n'y a pas les En gros, DVD, qui vous on avait plaisent. une trentaine d'années, on était jeunes un peu, avec plein d'espoir, plein de rêves, on se faisait chier. Et voilà, et puis un jour, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? Enfin, on avait un petit peu d'argent, et on s'est dit, bah tiens, si on faisait une boîte de DVD. Donc on n'y connaissait strictement rien. Donc on a tout appris. Donc on a appris à faire un DVD, on a appris à faire des bonus. Neo Publishing nous a un petit peu aidé au début pour la distribution, mais vraiment on s'est lancé on a mis 1 an pour faire notre premier titre, donc The Deadly Spawn. Et voilà, on s'est lancé comme ça. C'est vraiment une aventure, vraiment du hasard total. Mais tu connaissais très bien le milieu parce que tu étais toi-même consommateur. Sur le forum de DVD, on parlait toute la journée C'est ça, de c'est le DVD, petit on plus. analysait les images, on allait sur les forums US. En fait, finalement, c'est une entreprise de fans, et d'un mec qui sait ce que c'est, qui s'est lancé. C'est là où c'est important. C'est comme dans un festival, je pense, comme le PIF, comme le Chat qui fume, c'est pareil. C'est quand c'est tenu par des gens qui sont vraiment des passionnés, ça se ressent assez vite. Donc c'est vrai que sur Devil Dead, donc on était à l'époque, c'était des passionnés on était entre nous, on parlait de DVD, on parlait des défauts, des bonus, du packaging, où trouver les DVD. Et parce que c'était pas une époque où le net était encore vraiment, c'était développé, mais c'était quand même pas aussi C'était facile beaucoup comme le maintenant. social, c'était pas encore les réseaux sociaux, donc c'était beaucoup tiens, est-ce que vous savez ce que c'était l'édition, et les gens répondaient, on discutait en fait. C'est ça. Et en plus, on trouvait pas les films à l'époque en téléchargement, donc c'était vraiment, il fallait acheter quoi. Si on voulait un DVD, il fallait acheter ça en Chine, au Japon. Tout le monde avait des adresses, donc on cherchait. C'était vraiment très Et on dur. donnait des conseils et on était intraitable. C'est-à-dire que si un truc était pas bien, une édition, on prévenait les autres et tout. Donc on avait ce souci de la qualité qui était présente dès le début. Je pense que c'est ce qui fait une des caractéristiques du Chat qui fume, c'est que voilà, faut pas que les gens oublient ça, c'est qu'à la base t'es un fan, moi je venais de voir à Paris, t'avais je sais pas combien de DVD dans ta collection, t'avais plein d'imports, tu connaissais vachement, et c'est ça que
C'est pas, tu t'es pas dit, tiens, j'ai un peu d'argent de côté, c'est quoi qui marche en ce Oui, je moment vais faire de la merde et tout ça. Voilà, non. Parce que le but, effectivement, c'est nous sommes nos propres consommateurs. Enfin, voilà. On sait ce qui nous plaît, nous, donc on va faire ce qui nous plaît, nous. Donc, et comme on veut une bonne qualité, une bonne image, ce qu'on cherche chez les autres éditeurs, ce qui est normal. Donc, on a fait la même chose. Donc, on a fait une très belle édition, notre premier DVD, Deadly Spawn, qui était vraiment pas mal de bonus à l'époque. Alors, juste pourquoi ce film Alors, c'était... Parce que c'est très bien. C'est très bien, mais c'est notre ami. D'ailleurs, tu avais fait les menus. Ouais. Voilà, Xavier avait fait des... Comment je ne savais pas. Comme quoi tu et étais si connecté, Xavier a fait... J'ai fait des C'était menus les seuls ou pas Non, j'en ai fait d'autres. J'avais fait Hard. Art, c'était toi aussi J'avais beaucoup aimé le film. Le film, c'est bien. C'est une sorte de psycho-killer gay qui a une putain d'ambiance quand même. Ce truc-là, c'est génial. Art, on en a vendu. Wow. On a vendu un paquet, bizarrement. C'est comme ça que vous êtes connus tous les deux, du coup Non, je crois que c'est via Néo, je pense. Néo et Laurent, surtout. Et Laurent, Laurent oui, surtout Laurent. C'est toujours pareil, c'est ce réseau des forums. C'est ça, on s'est tous connus sur les forums à l'époque. Enfin, Laurent, toi Cyril, Laurent Lopéré, donc, qui à l'époque, c'est lui qui m'a trouvé le film, justement. Ah, oui. Qui avait trouvé le contact du producteur pour trouver et tu vois, et du coup, moi, à cette époque-là, avec Laurent, on avait bossé sur les Guinea Pig pour OnePlus One. Ouais, je m'en souviens. Avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et ouais. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. C'était il y a 15-16 ans, ouais. À peu près, non, 13 ans, parce que le film, on est né en 2005, donc 13 ans, donc ça, il y a 12 ans. Ça passe assez vite. Alors, t'as suivi l'évolution de la capillarité de Xavier, du coup. Moi, j'ai toujours connu comme ça, Xavier. Ouais, mais moi aussi, c'est vrai que... Moi, je bouge pas, en fait. C'est ça, non. T'es né comme ça, en fait. On va pas s'attarder longtemps sur la première partie, mais peut-être pas. Non, je cherche peut-être juste très rapidement les grands titres de la première vague, on va dire. On va surtout parler de la seconde vague de Chucky Film. Justement, moi, je voudrais préciser un truc, c'est en question. C'est que justement, les deux vagues, tu as une première vague, je vais pas dire qu'elle se dispersait, mais c'est vrai que tu partais vraiment dans beaucoup de choses. Tu avais à la fois du film d'horreur comme Deadly Spawn, comme un psycho-killer gay au milieu. Il y avait eu ce double DVD avec les courts-métrages de Kern, tu avais Lydia Lunch et tout, machin. Enfin, La Brune et moi. Qu'est-ce qui a changé du coup entre les deux vies, enfin, comment tu peux avoir un certain type d'éditorial au début qui part un peu partout, et puis là simple. Et la deuxième d'un seul coup, mais t'as vraiment accès. C'est super simple. En fin de compte, en fin de compte, c'est super simple. Le CNC nous donnait aucune aide. Donc en fin de compte, on cherchait des droits de film italiens, mais ça coûtait une blinde, ça coûtait vraiment cher. Neo Publishing était déjà là, donc les prix étaient c'était très cher pour nous, trop cher pour nous. Et donc on prenait un peu ce qu'on trouvait et ce qu'on aimait. Donc ça partait un peu dans toutes sortes, parce qu'en plus on voulait pas vraiment avoir une ligne éditoriale vraiment précise. On aimait bien ce côté un peu fourre-tout, un peu bordélique. Et quand les gens nous demandaient mais quelle est votre ligne éditoriale, je dis écoutez, je sais pas, est-ce qu'on demande ça par exemple à Wildside ou à Carlotta, ils ont pas vraiment de ligne, on va dire. Voilà, ils aiment un certain style de cinéma, mais ils peuvent tout sortir. Ils sortent du Joe Dante maintenant, voilà. Et donc nous c'était un peu pareil. C'est vrai que nous c'était un peu bordélique, on passait de Carnival of Souls au film de Palardy, donc on va en parler de Palardy aussi. Voilà, il y a beaucoup à dire. Donc c'était un peu le chaos total, mais on aimait bien ce côté-là de la blaxploitation avec Forbidden Zone à l'époque. C'était bien, c'était un beau coup ça, Forbidden Zone par exemple. Ouais, c'était pas le film qui a marché le mieux, mais non, mais pour le coup c'était un film rare. Il avait fait une belle édition. Très belle édition, et donc ça partait un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que le CNC à l'époque, on sortait des films qui rentraient pas un peu dans leur case. Voilà. Vous allez les voir, et c'était un nom ou vous essayez même pas Si. Alors, on allait les voir, on avait de temps en temps un petit peu d'argent quand même. Hein. Si, on va pas. Il y a des titres, on avait de l'argent. Après ça, pour les Palardy, on n'avait pas d'argent, ce qui me semblait. Quoi, pour l'arrière-train sifflera 3 fois, non. Pas aidé. Et c'est quoi les critères du CNC pour vous donner ou pas des aides en fait? Alors ça a changé maintenant parce que maintenant c'est une autre équipe qui. Le critère c'est simple, il faut quand même qu'il y ait un aspect quand même culturel. Pour les films, des belles éditions malgré tout, des bonus, une vraie recherche, que l'éditeur se casse un peu le cul. C'est du patrimoine quoi. Du patrimoine, c'est pour ça qu'on pensait que les Palardy c'était du patrimoine, mais ils sont pas avec nous. On a quand même tenté, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait vraiment on a sorti un docu-fiction qui s'appelait 40, on a reçu vraiment rien du tout. Donc il y avait une certaine fatigue, en plus le DVD commençait un peu à couler à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où on s'est arrêté que le CNC a commencé à donner de l'argent, tout simplement, à aider un peu plus ces petites structures. Et donc, au bout de 3 ans de glandouille, on est revenu. Et donc là, c'est la deuxième période. Et c'est vraiment l'arrivée de Philippe, du coup, qui a relancé le truc, ou t'as commencé à relancer, t'as rencontré Philippe et ça a J'ai relancé un petit peu avant. J'ai relancé un petit peu avant avec le film Dark Souls.
Un film donc de quel pays? Norvégien. Mais fait par un Français. Fait par 2 Français. Ouais. Et César Ducasse et Mathieu Pétel. Et puis d'un coup, j'ai rencontré Philippe dans un festival. On discutait de passionnés entre passionnés. Et je lui disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le venin de la peur, c'est les films comme ça. Parce que j'ai écrit dans le temps pour des fanzines ou pour des sites internet. Et donc, c'était moi, je suis un passionné de films italiens à la base. Et donc, mais je lui disais, voilà, bon, les prix ont commencé à baisser, puisque maintenant, plus rien ne marche, hein, la vidéo se casse la gueule, donc les prix ont commencé à baisser, mais voilà, il me faut un peu d'argent pour commencer, et donc il m'a avancé un peu d'argent. Voilà. Ce qui est plutôt sport, enfin plutôt sympa quand même. Une personne que tu connais à peine, à qui tu fumes des clopes. Le chat qui fume, c'est ça. Voilà. Et donc, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est le chat qui vape. Le chat qui vape maintenant. Et donc voilà, on a commencé comme ça, en achetant le venin de la peur, et on s'est dit, maintenant on va prendre des films italiens, et on s'est lancé en disant, on fait du Blu-ray, on fait des belles éditions, on fait des bonus, on fait du carton, on fait du digipack. Et surtout parce que l'édition du venin de la peur, elle est sublime. Et je sais pas que c'était pas beau avant, Stéphane, mais oui. c'est vrai que on passe du boîtier plastique, ce DVD de La Brune et moi, ou de 40, à une édition de digipack carton hyper classe du venin de la peur, avec un truc que je pense personne d'autre n'a fait en France depuis, ou en tout cas, c'est de laisser le titre italien en grand sur le titre, sur la jaquette, quoi. Oui, c'est vrai que ça m'a surpris. Je voulais même pas mettre le titre français, parce que le titre Le venin de la peur, c'est un titre vidéo, donc c'est pas le titre français. Et c'était quoi? Le titre italien? Français. C'est le vrai titre français, c'est sorti sous le titre Carole. Sous le titre Les salopes montent en enfer. Okay. C'était ça qu'il fallait marquer. Voilà, c'est ça. Ça m'a encore plus. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est le contrat avec Studio Canal, qui d'ailleurs nous a vraiment accueillis, et donc on les remercie parce qu'ils ont fait quand même. Enfin, ils voyaient arriver une petite boîte qui leur demande un film de Fulci, qui s'appelait donc Les salopes montent en enfer. Et donc dans le contrat, c'est marqué Les salopes montent en enfer, donc c'est assez amusant. Et donc on a laissé le titre. Tu vas me signer ce contrat avec les salopes là. C'est assez amusant. Et donc, on voulait laisser le titre italien, mais on ne pouvait pas au niveau des droits. Enfin, voilà, c'était impossible de laisser. Il fallait mettre au moins le venin de la peur quelque part. Voilà. Sinon, j'aurais laissé le titre italien, c'était plus rigolo. Et donc, le Blu-ray. Je me souviens à l'époque, quand on était sur les forums, tu disais c'est pas possible de faire du Blu-ray, les prix d'accès sont trop chers pour faire ce qu'on appelle le Glassmaster, donc comme dans un vinyle, la matrice qui va servir après à la duplication. Mais ça a changé, ça. Qu'est-ce qui fait que tu as pu faire du Blu-ray du coup? Non, il faut savoir juste pour donner un petit. Parce que nous, on aime bien sur Facebook donner des ordres d'idées, parfois sur. Ça, on en parlera d'ailleurs de ta communication aussi. C'est un sujet sur lequel on va revenir. C'est un DVD en moyenne, un boîtier plastique avec un DVD pressé, ça coûte environ 50-60 centimes à faire. Voilà. Un Blu-ray, quand vous mettez un Blu-ray de packaging, c'est 3-4 euros déjà. Ça monte. Alors, avec un Mediabook, c'est un peu plus cher encore. Donc, c'est vraiment des prix. Pour ça qu'on dit souvent le Blu-ray coûte un peu plus cher que le DVD. C'est normal parce que voilà, à fabriquer, ça coûte un peu plus. Sachant qu'on ne parle pas des droits des films. Hein. Non, il parle de la rondelle. De la fabrication, simplement, du packaging avec la rondelle, du pressage. Pas le sous-titrage, pas les bonus, pas les droits le touring, tout ça. Voilà. C'est vraiment. Parce que là, ils vont dire, il le vend 3 euros. Non, ça vaut un peu plus cher quand même. C'est vraiment le pressage. C'est que, en fait, entre le DVD et le Blu-ray, les frais, on va dire, d'acquisition de droits sont les mêmes. En fait, finalement, grosse merde, parce que tu payes des fois plus cher les masters. Par contre, après, c'est à la partie fabrication, c'est là où. Ça coûte très cher. L'autouring coûte très cher. En plus, on paye des droits pour quand il y a une simple couche, double couche. C'est ça. Voilà, donc il y a la clé aussi qu'il faut payer. La clé de sécurité. sécurité. La clé de protection. Qui possède les droits du Blu-ray, qui revend une licence. Donc, ça coûte très cher. Tu fais pas ça chez toi tout seul. Il faut passer par un laboratoire certifié. Et Sony nous avait dit à l'époque, de toute façon, ils ont dépensé tellement d'argent pour abattre le HD-DVD de chez Philips, que donc ils ont dit voilà, on ne baisse pas nos prix, quoi. Et c'est grâce, il faut encore l'avouer, j'ai pas pour leur cirer les pompes, mais c'est grâce au CNC. Le CNC aide beaucoup le Blu-ray, ils poussent le Blu-ray, donc et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et toi, tu fais un truc qui se faisait moins aussi à l'époque, c'était systématiquement des combos Blu-ray DVD. Oui, c'est plus par paresse. Non, mais c'est ce que du coup il y a beaucoup de trucs, c'est qu'on voit, il faut le savoir, un truc, c'est que même si on est cinéphile et qu'on adore le Blu-ray, c'est le DVD qui se vend majoritairement en France. Et toi, tu as décidé, ce qui est vraiment intelligent, je trouve, de dire moi, c'est un peu plus cher, mais il y a les deux dedans. Donc, si un jour tu évolues, tu passes à une platine Blu-ray, tu auras déjà le film en fait. C'est pas le cas aussi chez les studios. Non, il y a que les majors, les grosses majors. Aujourd'hui, t'as le code, enfin, corrigez-moi si je me trompe, t'as le code, t'as le DVD et le Blu-ray. C'est pas systématique. Parfois, si tu achètes des DVD, c'est loin d'être le cas en fait. Là, on parle vraiment des indés. Le combo, en fait, c'est un choix éditorial. Donc, très souvent, tu vas décider de sortir un DVD d'un côté, un Blu-ray de l'autre. Il y a d'autres cas, c'est deux référencements, c'est beaucoup de complications. Mais voilà, quand tu fais un combo, tout de suite, c'est pas le même boîtier. Enfin, comme j'achète plus de collectors, du coup, je me dis, maintenant, c'est devenu systématique.
Alors c'est vrai que les clients souvent nous disent mais moi j'ai un Blu-ray, je m'en fous un peu d'avoir les DVD. En même temps, même sur les DVD, le prix sera le même de toute façon. Tout à fait. Le DVD coûte pas cher à faire, donc on a dit. Et les gens qui ont le DVD, enfin qui regardent que le DVD, effectivement, pour 5 € de plus par exemple, on met plus de bonus, parce qu'on met souvent 2 DVD. Et comme ça, ils ont le Blu-ray gratuit avec, quoi. Enfin, plus tard, s'ils passent au Blu-ray un jour, ils se réveillent. Ils l'auront, quoi. Ils l'auront, voilà, ils ne seront pas obligés de repasser à la caisse plus tard. Et les DVD sont aussi dans le Blu-ray, du coup, ils sont Exactement. exclusifs au DVD. Ah, ils sont dans les deux. C'est le combo, tu as vraiment le Blu-ray, copie, 2 DVD ou un DVD suivant les bonus, suivant le nombre de bonus. Un truc aussi qui est caractéristique de ta deuxième vague, c'est que tu limites du coup les nombres de pressages d'objets, enfin de DVD et de Blu-ray en vente, ce qui fait que très rapidement les éditions sont épuisées en fait. Et c'est pas évident que tu en ressortes derrière. C'est un truc aussi qui est nouveau, c'est que normalement les éditeurs ils repressent quand il faut represser. Toi, si c'est fini quoi. Alors ça, c'était un peu le hasard, effectivement. Au début, on a fait le Banana Pearl, outre le Banana Pearl, notre deuxième Blu-ray, on s'est dit, tiens, on va en faire 1000, parce qu'on ne pensait pas que ça allait marcher. Et enfin, on ne pensait pas d'en vendre autant. On ne connaissait pas encore vraiment le nombre de ventes qu'on pouvait faire. Et effectivement, en 6 mois, ça a été vendu. Donc on s'est dit, bah merde, tiens. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire de pressage entre 1000, enfin, on passait de 1000 à 2000 exemplaires. Les paliers étaient d'accord. Voilà. Ça a un petit peu changé maintenant. Et 2000 exemplaires, alors, on pourrait en faire 2000, mais honnêtement, on sait que suivant notre cible, on connaît notre cible, et on sait qu'ils ne sont pas 2000. Alors, il y a des films qui se vendent à 2000 exemplaires, Opéra, Le Retour des Morts Vivants, voilà. Mais les films italiens qu'on sort, souvent, c'est entre 1000 et 1300 exemplaires, 1500. Allez, peut-être 1700 sur la longueur, on va dire, sur 5 ans. Et notre but, c'était vraiment de pas du tout brader nos titres, voilà, nos prix. Nos prix restent les mêmes pendant 1 an. Au bout d'1 an, ça baisse de 5 €, mais on garde nos prix, on ne baisse pas, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de Black Friday chez nous, il n'y a rien du tout. Et voilà, se limiter, parce qu'on s'est dit, si on en fait 2000, au bout d'un moment, on sera obligé soit de les foutre à la poubelle, soit Puis ça prend de la place, on est à Paris. Hein. Oui, parce qu'en plus, tu le payes le stockage. Hein, donc, voilà, c'est ça, en plus, on paye le stockage. C'est un coût non négligeable. Hein. Voilà, les impôts à la fin passent dessus. Et donc, on a décidé d'en faire 2000. En plus, on aime bien ce côté un peu éphémère. C'est voilà, il y a une édition, elle vient, il y en a 1000 exemplaires, vous prenez. Vous régalez avec, et après ça on passe à autre chose. Ça cartonne, parce que depuis que tu as relancé, il y a un engouement, alors c'est pas... Là en fait, Stéphane est invité, on parle effectivement de chaque film, ça fait un peu promo, malheureusement, parce qu'on est là, on va pas dire on parle avec toi, mais moi je trouve exemplaire la façon que tu as, c'est exemplaire, je le dis bien, je pèse mes mots, la façon que tu as de communiquer avec ta communauté, de discuter sur Facebook. Je te connais, donc quand tu écris tes textes, je vois très bien. C'est toi qui écris sur Facebook. Oui. Et surtout, tu expliques plein de choses, c'est très didactique. C'est son chat. Non, mais il explique, voilà, on va récupérer ça, là, on va restaurer ça. C'est hyper intéressant. Peu de gens le font. Et finalement, ça te sert parce que les gens, tu crées une proximité. Et ils se disent, bah là, celui-là, il cherche pas à me faire à l'envers. Il vend pas un truc pour autre chose que ce que c'est. Il y met les formes, il y met la qualité. Et on a envie de le suivre. Et moi, j'adore le renouveau du chat qui fume, à la fois pour visuellement ce que tu as pu faire, mais surtout cette communication que tu as auprès de tes acheteurs, comme on dit, de tes fans. Quoi. Enfin, il y a quelque chose, je sais que te connaissant, c'est pas calculé. Ah non, c'est clair, T'es trop con pour ça, quoi. C'est vraiment du spontané. Je sais que mais justement, tu disais que tu éditais à peu d'exemplaires parce que tu savais qu'il y avait un public quand même limité. Là, tu dis que tu sors 25 titres en 2019. T'as pas peur de trop tirer sur la corde de leur bourse? Alors, je vais faire un petit revenir sur ce que dit Cyril d'abord. Parce qu'il vient de serrer. C'est affectif. J'adore Stéphane. Non, mais c'est vrai qu'on a créé notre page d'un coup, puis c'est vrai qu'on s'est mis à un peu expliquer comment ça marchait, surtout la HD. Ce que c'est qu'une restauration. Non, il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas les prendre à l'envers. Ils se sont fait tellement avoir. De toute façon, les baisses du DVD, le DVD a baissé à cause de ça. C'est qu'on leur a fait tellement à l'envers en sortant des éditions tous les 15 jours avec des bonus en plus, des packaging en moins. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, où les prix se finissaient maintenant à Cdiscount à 2 €. Donc, les gens, au bout d'un moment, ils sont eu un peu ras-le-bol. On a déprécié l'objet. Totalement, voilà. Ouais. Et nous, on a fait le contraire. On s'est dit, alors, c'est pas du tout on n'avait aucun but marketing. Hein. Comme tu as dit, on est trop fainéant limite. Non, mais c'est trop spontané, trop naturel. Je sais que te connaissant que c'est pas un truc calculé, quoi. Ah non, c'est venu comme ça. Non, c'est le hasard. On fait vraiment le contraire. Voilà, c'est des prix fixes, c'est du beau packaging et puis basta. Et donc effectivement, voilà, on parle avec les gens. Les gens, au bout d'un moment, on les connaît, même si ce sont des clients, donc on les connaît. Quand les gens nous ont au téléphone, ils voient quand même on sait parler du cinéma italien très facilement, donc ils se rendent bien qu'on est des passionnés et qu'on connaît le cinéma italien autant qu'eux, donc ça leur plaît aussi.
Et c'est vrai que le fait d'expliquer, c'est aussi, même pour nous, ça nous fait plaisir parce que d'un coup, quand on trouve, je sais pas moi, des scènes inédites, quand on trouve des bobines 35 mm, c'est super. Enfin voilà, nous, ça nous éclate. Hein, il y a un côté de passionné de jeu, et donc on aime partager ça. On partage ça. Voilà, on est sur nos chiottes, on est en train d'écrire un petit mot. Parfois, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais il y a parfois. La prochaine fois, vous reverrez un message. Non, le shakishi, quoi. Non, mais je sais qu'il y a. Non, mais je sais qu'il y a une fois, j'étais sur mes toilettes comme ça, tranquillement, en train de faire un post, et puis c'est vrai que le post a cartonné. Je me suis dit, bah merde, c'est marrant. Depuis, tu fais tous tes posts On là-bas. a vraiment des scoops hein, dans ce C'est ton bureau. Ceux qui écoutent ça, qui verront maintenant les posts de Stéphane, Voilà. pensez aux odeurs maintenant. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Mais C'est violent. c'est important, je pense, de maintenant dans le web 2.0. Je sais pas si on est peut-être 3.0. On je est sais trop pas. vieux, nous, pour ça. Voilà, c'est important d'être de la proximité, de parler aux gens, et c'est vrai qu'ils sont quand même peu nombreux, et donc et puis c'est nous, donc il n'y a pas de marketing chez nous, on va dire. Non, ça c'est clair qu'il n'y en a pas du tout. Et donc ma question c'était justement, vu qu'ils sont peu nombreux, et si tu les abreuves de titres là en 2019, ah oui. t'as pas peur que... Alors c'est ça notre problème, effectivement, parce qu'on on a touché un peu plus d'argent, on était content là, et donc on a tout dépensé. La folie des grandeurs, ça y est. Non, mais quand d'un coup on nous propose un film, on fait oh putain, celui-là on peut pas le louper, c'est pas possible, c'est pas celui-là il est trop bon. C'est vrai que Maniac, par exemple, Maniac a coûté très cher, et voilà, on pouvait pas le louper, donc c'était impossible. Maniac, on a passé au pif en 4K, voilà. Et en partenariat avec le chat qui fume. Voilà, donc c'était totalement impossible. Donc c'est vrai, d'un coup on a claqué tout notre pognon, et d'un coup on s'est aperçu, après ça on a dit merde, on a 25 titres ou 22, je sais plus, 25. Et on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, il faut les sortir, on est obligé de les sortir à un moment donné. Hein. Faut que ça, voilà. Toi tu les achètes pour 2 ans, c'est ça? Non, 3 ans. Et c'est à partir du moment où le truc qui sort, ou à partir du moment où tu signes le contrat? À partir du moment où je signe le contrat. Ah donc t'as intérêt à pas attendre. Ouais, mais globalement, on sait que... aux gens pourquoi des fois tu sors rapidement, c'est parce que toi-même, sinon tu perds les droits en fait. Donc, c'est clair, voilà, au bout de 3 ans c'est fini quoi. Donc, Moi, je tenais à te remercier parce que je suis beaucoup collectionneur de DVD, Blu-ray et maintenant 4K. Et j'ai souvent tendance à me tourner vers l'import. Et pendant ces dernières années, il fallait se tourner soit vers Shout aux US, soit vers Arrow en Angleterre, maintenant même Arrow aux États-Unis. Et il y avait ce manque en fait d'éditeurs qui allaient se spécialiser dans des films qu'on aime en fait. Et pourquoi? Alors toi, tu as toujours été là, hein, ça fait un moment que tu es là. Mais comment t'expliques aussi ce phénomène que voilà, maintenant il y a d'autres éditeurs qui pop, qui vont vers cette niche, on va dire, parce qu'on peut dire que c'est une niche. Et c'est une double question aussi. Est-ce que finalement, est-ce que le salut, on va dire, du support DVD Blu-ray ne se fait pas uniquement dans cette niche, ou ne va pas se faire uniquement dans cette niche dans les peut-être 5-6 années à venir? Totalement. Tu peux pas prédire à long terme. Si, on sait. De toute façon, le cinéma. Enfin, il y a les gens. Je dis souvent, les gens qui aiment le cinéma d'exploitation, bis. Enfin, c'est un peu des drogués, quoi. On a plongé dedans quand on était jeune. On a adoré ça à 12-13 ans, voir des meurtres, que ce soit Vendredi 13, les films de Lucio Fulci ou. Emile Louis, quoi. Et donc c'est ça, et donc on a besoin de notre drogue, et je pense que pour ça que le pif marche, hein, honnêtement, je pense. Hein, donc, non, on drogue réellement les gens, on met du gaz. C'est dans l'air en fait. Non, mais les meilleurs festivals, enfin je pense, sont pour les cinémas, des festivals de cinéma d'exploitation. On est des passionnés. C'est ça. Je pense pas que les fans de Romer ils mettent autant d'énergie, et surtout qu'une fois qu'ils ont l'édition de leur film, La Pauline à la plage, ils vont pas racheter l'Ultra HD machin et tout, alors que nous on a acheté la VHS, le Laserdisc, le DVD, le Blu-ray 4K. Des fois on a même acheté plusieurs DVD, on se rend compte qu'on avait même pas déballé les anciens, qu'on a déjà acheté. C'est ça. On est très cons. Ça nous arrive très souvent. C'est ça, c'est exactement ça, les films comme Evil Dead et tout ça, Maniac, putain, celui-là on en a que 12 exemplaires, et donc c'est vraiment des drogués, et on voit que les meilleures boîtes qui existent vraiment dans le monde sont des films d'horreur, d'exploitation, quoi. Donc Shot Factory qui sont vraiment excellents, Arrow, mais même en France, hein, par exemple Ecstasy au film, notre éditeur, marche très bien, je pense, et il sort Reanimator dans des belles éditions, et donc on voit que ça marche, et puis d'un coup d'autres éditeurs commencent à prendre aussi un peu le relais. Donc en plus c'est surtout, maintenant les gens qui consomment ont tous entre 35 et plus, donc ils ont connu cette époque-là de la fin de la VHS ou la VHS, donc ils ont envie de retrouver leur marotte de l'époque, leur film de l'époque, et donc ça marche. Ça commence à revenir. Moi j'ai vu le seul contact que j'ai maintenant avec des jeunes, c'est les bénévoles du PIF, et il y en a plein, ils sont à fond dans l'édition vidéo, ils veulent acheter des éditions, ils sont au courant de ce qui sort et tout. Je dis pas que c'est la masse, parce que la masse s'en fout, mais ça commence à revenir un petit peu sur les plus jeunes cinéphiles en tout cas. Des films un peu rares, je pense, en plus c'est ça,
dénicher des films un peu rares. Mais je pense aussi que quand les films ont disparu pendant 10 ans, d'un coup, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a envie de les redécouvrir. Il faut laisser un peu de temps, je pense. Il faut 10-15 ans et d'un coup, ça repart et on peut revendre des films. Un film comme Maniac est déjà sorti en DVD en France, mais les gens ont envie de le revoir. 15 ans après, on a envie de revoir ce film un peu dans une belle copie, c'est ça. Et justement, alors depuis peu, tu t'ouvres un peu plus, on va dire, au cinéma américain, j'ai l'impression, sans non plus pour autant délaisser le cinéma italien. Donc, est-ce que c'est une tendance qui va continuer? Est-ce que, justement, Massacre à la tronçonneuse 2, Maniac, Lord of Illusion. Lord of Illusion. Alors oui, parce que nous, on aime un peu tout le cinéma. Donc, non, oui, c'est ça. On a décidé, effectivement, de faire un peu d'allemand, un peu d'anglais. Alors ça, c'est très léger. L'italien, toujours. De l'américain. Donc, pas mal de films. Donc, certains gros titres qui vont sortir en 2019. De l'asiatique. Très gros titres. Pas encore. Parce que l'asiatique, effectivement, c'est compliqué. Alors c'est compliqué déjà, c'est pas un cinéma que je connais à 100%. Donc c'est pour ça que tu lances pas en fait. Ouais, il faut aussi aimer ce qu'on aime. Alors attention, il y a des films que on connaît bien, hein. Moi j'avoue, enfin voilà. T'adores les John Woo par exemple. Voilà, John Woo, voilà. Oui. Ça te dirait, c'est parce que c'est de l'action, c'est pas de la fantastique horreur. Je te dirais, ça c'est pas un problème, ça. Enfin, dès que c'est fun. Après ça, il faut juste trouver le temps de les sortir. Nous d'un coup, on continue à nous dire, mais attends, et ça. Le problème, c'est qu'on a 25 titres à sortir. Si on en rajoute, on peut plus, quoi. Et déjà, là, qu'on fait du français aussi. Ouais, ça, on en parlera aussi après pour les restaurations. Donc, d'un coup, là, on est obligé un peu de se stopper parce que sinon, on partait partout. Et on peut pas. Il faut un peu nous réguler. Il y a un truc aussi spécifique au Chaque Film, mais pas que. Je vois que les autres font ça. Enfin, plutôt aux éditeurs indépendants, c'est que vous blindez de bonus là où les gros maintenant arrêtent d'en mettre. En fait, il y en a plein qui me disent oh non, commentaire audio, personne les écoute, on va pas le sous-titrer, machin et tout. Toi, on va parler de toi parce que tu es ici aujourd'hui, vous n'hésitez pas à donc prendre souvent les bonus existants, voire les meilleurs. Je pense pour Retour des morts vivants, vous prenez ce qu'il y a de mieux, et même des fois à rajouter, vous créez. Je sais que tu bosses avec une boîte italienne qui va faire beaucoup d'interviews en Italie d'acteurs ou de réalisateurs pour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie bonus, cette partie-là de ton travail? Alors c'est simple, à l'époque de Neo Publishing, j'avais fait un bonus avec un Italien et avec justement Laurent Lopéré. On était parti à Rome interviewer. C'est pas Franca Stoppi pour Bio Omega. Voilà, c'est ça, de Joe D'Amato. Et donc on a rencontré un jeune Italien qui s'appelait Federico Cadeo. Et qui après ça a bossé pour Neo Publishing, qui a fait tous les meilleurs bonus de Neo Publishing pendant des années. Et quand nous sommes revenus pour faire le Venin de la peur, j'ai contacté et donc on bosse depuis. Donc lui il fait la partie italienne et nous on fait la partie française. T'en parles souvent, c'est Frikorama Productions, c'est ça? Exactement, voilà, que je remercie à chaque fois parce qu'ils font. Lui vraiment il bosse maintenant pour Blue Underground, il bosse pour Arrow Video, il bosse pour les plus grandes, enfin pour les plus grands. Et il continue à bosser pour nous et lui il sait bien qu'avec nous il a pas de problème au niveau même du temps, il fait ce qu'il veut. Enfin voilà, il fait vraiment ce qu'il veut, il s'amuse. Et parfois, voilà, on a retrouvé pour lui Ida Gali, qui voulait absolument avoir, c'est une actrice qui jouait dans l'exorcisme tragique. Et c'est vraiment ça le plaisir de retrouver des acteurs, des techniciens perdus. Et justement, pour rentrer un peu dans le concret, pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent rien, est-ce qu'on peut faire un peu juste le déroulé de, voilà, t'as récupéré les droits d'un film et après, qu'est-ce qui se passe? Et toi, à quel moment t'interviens? À quel moment tu fais appel à d'autres personnes, par exemple, pour les bonus, etc. Enfin, c'est quoi le déroulé? Prenons un exemple d'une édition, une édition type. Dans le Venin de la peur, par exemple, comment t'as fait sur le Venin de la peur? Le Venin de la peur, on a donc trouvé les droits qui étaient chez Studio Canal. Donc, il faut les dealer, tout simplement. Donc, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre 3 jours, comme ça peut prendre 6 mois. Déjà, il faut les trouver les droits, parce que parfois, là, on sait que c'était là-bas, c'était chez eux, mais parfois, c'est vraiment très, très, très long. Pour la longue nuit de l'exorcisme, ça nous a pris quasiment 6 mois. On a dû passer par l'Allemagne, enfin, c'était très compliqué, pareil pour Opéra. Donc là, on achète les droits, et puis directement aussi, on sait, enfin, globalement, à l'avance, on calcule, on sait à l'avance s'il existe ou pas un Master HD. Parce que acheter un film, s'il n'y a pas de Master HD, là, c'est sûr de se planter à 100%. Ça nous est déjà arrivé, on s'est pas planté, mais voilà, c'est un peu compliqué après ça, donc il faut qu'on sache qu'il y a au moins un Master HD, soit qui va être fait, qui va être réalisé, soit qui est existant. Sinon, c'est pas la peine. Et dès qu'on l'a, après ça, on met en route. Donc il y a la couverture qui est faite par Fred Daumont, qui bosse pour nous, qui fait la couverture. Donc ça prend un peu de temps parce qu'on le frappe. Parce que ça, vous prenez pas la fiche d'origine? Si. Alors nous, on prend la fiche d'origine, mais on la transforme légèrement. On la rend un tout petit peu plus moderne. Mais on garde ce côté un peu exploitation. Donc c'est plein de couleurs, c'est des femmes battues souvent qui sont en couverture. Hein. Désolé. Et donc pareil pour c'est une petite anecdote. Tiens, pour la couve arrière, moi j'avais dit à Fred, écoute, c'est simple, cinéma exploitation. Tu mets toujours de la violence, de l'action et des femmes nues. Voilà, tout simplement. Et un jour, il me sort une couve avec un vieux qui tend une fleur à une petite gamine.
Et je lui dis, mais Fred, t'es fou, quoi. Enfin, déjà, ça se vend pas, les vieux. Enfin, en plus, j'ai une gamine, ça fait limite pédophile. Je dis, non, tu écoutes. Il y a Tu dans le mets un film. cul à la place. Il y avait 2 lesbiennes. Je lui dis, écoute, tu mets des lesbiennes, là, c'est parfait. Voilà, on aime bien ce côté, quand même, c'est de l'exploitation. Donc, le cinéma, de toute façon, c'est de l'exploitation. C'est des cinémas, c'est bien des forains. Donc, voilà, on n'hésite pas à en rajouter dans les mots un peu. Enfin, pas les taglines, mais on va dire dans les textes, on a rajouté un petit peu, même dans les photos. C'est de l'exploitation. Et à partir de là, on fait les bonus. Donc là, on sait soit ceux qu'on peut avoir en France, soit ceux qu'on peut avoir en Italie. Donc on envoie un peu chez Daiko à la Ceux qu'il faut recherche. acheter d'ailleurs aussi. Ceux qu'il faut acheter, effectivement. Et donc là, on sait à peu près où ils sont, on sait à peu près les contacts. Donc et ça, une édition prend environ, on va dire, à faire 6 mois, quasiment. 6 mois pour être fait. Alors parfois, c'est un peu plus long parce que c'est plus compliqué. Mais 6 mois, après, c'est aussi les sous-titrages de tous les bonus. Donc quand il y a 3 heures de bonus, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand c'est en italien, donc ça c'est 2 personnes qui font ça. Et donc du sous-titrage, de la correction aussi des sous-titres, des bonus, enfin c'est assez long. Et après ça, il y a quoi d'autre? C'est que Étienne, qui travaille Voilà, comme directeur Étienne. technique du PIF, fait depuis ton retour en... C'est ça, les authoring de notre... C'est lui qui fait les tutoriels de tout chaque et film. les encodages, voilà. Voilà. Donc, et les menus, c'est nous qui le faisons. Parce qu'on a appris à tout faire chez nous. Donc c'est-à-dire que dès le début, on a appris à encoder un DVD, on a appris à faire des sous-titrages, on a appris à faire des couvertures, on a appris à faire des menus. Donc globalement, on sait tout faire. Voilà. Donc on peut pas nous avoir. Donc on connaît les prix, enfin comme on sait. Donc si demain il y a un menu qui déconne, on sait qu'on peut le corriger. Si demain il y a un bonus qui déconne, on sait qu'on peut le corriger. On peut le filmer, on peut le monter, on peut tout faire. Donc ça d'un coup, c'est un gain de temps et un gain d'argent qui est assez important. Et juste la distribution, après, c'est uniquement sur votre boutique en ligne, c'est ça? La distribution, on était avant Fnac et quand on a vu les résultats du Venin de la peur, j'ai une petite anecdote, c'est que je raconte souvent, c'est on sort le Venin de la peur, donc en Fnac, la Fnac en vend 1000 le premier mois. Et 4 mois plus tard, notre distributeur nous donne un chèque de 5000 €. Voilà, le DVD le Blu-ray étant vendu 30 €, on s'est dit on se fout un peu de notre gueule et donc on a décidé d'arrêter d'être en Fnac. Voilà, on est parti, c'était un peu un coup de poker, mais on est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont pris leur com, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous non, mais mais c'est-à-dire que les distributeurs, en fin de compte, la Fnac prend 50%. Voilà, c'est très bien d'ailleurs expliqué ça. On dit souvent sur un DVD par exemple à 20 €, donc 16 € hors taxe, il reste pour l'éditeur environ 8 €, enfin 8,50, je sais plus exactement, voilà. Donc l'éditeur touche 8,50 sur un DVD à 20 €, ça faut le savoir. Et donc ces 8,50 sont pas directement donnés à l'éditeur, c'est-à-dire que déjà c'est 4 mois plus tard qu'on est payé. Et pour éviter les retours, si par exemple le film ne marche pas et qu'il revient, donc le distributeur garde 50% de la somme. En moyenne, je dis pas tout le monde n'est pas... Voilà. Donc globalement, on est payé 4 € donc, sur un DVD, donc, et ça au bout de 4 mois, et donc c'est lissé après ça sur 2 ans. Ou un an, je sais plus, voilà. Tous les distributeurs non, pas tous, c'est peut-être différent après ça, mais certains des plus gros sont comme ça. Donc au final, il faut sortir beaucoup de titres parce que là, ça rentre pas assez vite, quoi. Donc quand on a sorti 1000 exemplaires et qu'on touche 5000 €, on s'est dit, non, c'est pas possible. Donc maintenant, on a décidé de partir des Fnac. Et je sais que mon ancien distributeur va me faire un peu la gueule, mais c'est pas grave. Quand on a sorti justement l'autre fois, tu parlais de Pulsion Cannibale. On a sorti 2 éditions de Pulsion Cannibale, une qui était sur notre site, où il y avait donc le documentaire en plus, et une en Fnac, en DVD donc. Et nous, on a vendu les 1000 exemplaires tout seul, et la Fnac, notre distributeur en a vendu 500. Donc le distributeur sur la France entière en a vendu 500, et nous tout seuls, on en a vendu 1000. Donc c'était un peu, voilà, on s'est dit, là, c'est vraiment le moment c'est ce qu'on appelle les circuits courts, en fait. C'est logique, tout est lié à cette nouvelle façon de consommer. C'est exactement, qui change en ce moment, d'ailleurs, qui est en train de changer, même, on voit dans l'agriculture, partout, c'est pareil. On garde quand même certaines petites boutiques à Paris ou en province. Mais on parle après de la précommande, c'est un truc que tu as mis en place ici. Et juste une anecdote, mais ça me fait marrer. À l'époque, quand tu faisais encore des trucs en Fnac, tu m'avais expliqué que tu imprimais les jaquettes que te faisait Frédéric, tu les mettais dans des boîtiers et tu allais dans les Fnac, tu les posais. Tu te mettais au loin pour voir comment ça rendait. Et ça m'a fait marrer de t'imaginer en train de... Non mais c'est con, mais c'est pas con en fait. Tu vérifiais comment ça rend par rapport aux autres trucs à côté, si ça ressort ou pas. Ah oui, ça, de toute façon on utilise des couleurs. Mais ça c'est pareil, ça c'est pas du tout des trucs marketing qu'on a appris. C'est pas un truc que t'as pensé, c'est un truc que tu fais parce qu'à l'instinct. C'est comme les vieilles affiches à l'époque, voilà, on mettait des femmes nues qui criaient sur les affiches, des tueurs. Tu testes à l'instinct. Voilà, c'est ça, on se mettait avec des couleurs rouges, vives. Sachant que sur des grosses boîtes, effectivement, tu vas te prendre la tête sur des jaquettes. Par exemple, tu vas voir une affiche bleue.
Et au final, pour la sortie vidéo, tu vas te dire que oui, du coup, t'as telle taille, t'as tel machin. Ah bah du coup, on passe le truc en jaune parce que le jaune de loin, ça va attirer le regard. Donc du coup, c'est vraiment la question qu'on se pose. C'est qu'en fait, comme Stéphane est quasi tout seul, parce que t'as Philippe, mais bon, globalement, tu gères le bateau tout seul. Moi, je vois ce que je travaille chez Wellside, pareil pour toi chez SND. On a des services marketing, on a des services de presse, donc il y a des gens qui bon, du coup, c'est vachement utile parce que ça sert à faire connaître le produit. Mais toi, tu dépenses pas d'argent finalement en pub. Non. T'as pas de presse, à part les gens qui te demandent, t'as pas un service presse. Et globalement, si jamais tu veux mettre demain une montgolfière avec un âne qui pète sur ta jaquette, personne à part toi te l'empêche en fait. Non, c'est ça. Ce serait débile de le faire, mais tu pourrais le faire. Et du coup, finalement, d'avoir moins d'intermédiaires, t'es peut-être plus proche du coup, je vais pas dire plus pur, mais t'es plus proche du coup finalement d'un point de vue du fan, du mec qui sait ce qu'il veut, voilà quoi. Et justement, est-ce qu'à terme, tu vas pas te retrouver à zapper complètement les bacs et tu vas... Tu zappes déjà complètement les bacs, non ? Il est encore en boutique, non ? Oui, non, mais boutique indépendante. Voilà. Moi, je parle de Metaluna sur Paris, Potemkin, hors circuit, voilà. Certaines boutiques comme ça. Et puis même Amazon, on commence à partir d'Amazon. Oui, parce qu'on te trouve sur Amazon. Ça, mais de moins en moins. J'osais pas le dire. Non, mais de moins en moins. Il y a certains titres qu'on ne met pas du tout sur Amazon. Amazon, tu leur envoies du stock, ils font l'envoi pour toi. C'est toi qui fais. C'est pas Marketplace, c'est toi qui. On fait les deux. D'accord. Et donc le tirage, donc tu peux le déterminer sur les précommandes en fait. Tu non, vas parce pas que dire. Le pressage, on va dire le pressage. Non, parce qu'on annonce avant aux gens. Pas longtemps, donc t'as pas suffisamment de temps pour. Non, voilà, on peut ajuster, mais on peut baisser, par exemple. On peut passer peut-être de 2000 à 1500. Mais non, comme on annonce, enfin, il faut pas mentir aux gens, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc on dit 1000, c'est 1000. Et du coup, les précommandes, c'est quoi ? Donc ça, c'est assez particulier pour le chat qui fume. C'est quoi le principe ? C'est que ils vont sortir les titres, ça c'est certain. C'est pas la précommande, c'est pas un crowdfunding, c'est pas la précommande qui va définir le fait que ça sorte ou pas. Non. Mais toi, ça te sert à quoi ? Tu le vends moins cher du coup ? Tu mets des cadeaux en plus, et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que. Quelle est ta façon de donner envie aux gens de prendre en précommande ? Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte comme intérêt ? Chez vous remettre le DVD. C'est quoi l'intérêt pour toi, la précommande finalement ? C'est simplement d'avoir de l'argent un petit peu à l'avance. C'est vrai que ça coûte. Un pressage coûte cher, donc inévitablement, d'avoir l'argent en avance pour payer les pressages, c'est toujours intéressant. Après, c'est aussi de fidéliser les gens. C'est-à-dire que d'un coup, les gens leur disent voilà, vous nous aidez, vous nous donnez de l'argent en avance, et donc on vous donne un petit prix précommande, donc souvent 2 €, les frais de port gratuits, quelque chose comme ça. Il y a un livret souvent. Il y a de temps en temps un petit livret, ou d'autres fois c'était des photos gratuites qu'on donne. Parce que le collectionneur veut le truc que l'autre n'aura pas. Enfin, tu vois, il y a ce côté. Effectivement, le truc ouais. en plus. Moi, je sais que souvent, entre deux éditions, s'il y a un truc en plus, ça me fait chier de prendre l'édition simple. Alors, effectivement, on s'est pas rendu compte de ça. On s'est rendu compte de ça après le Venin de la Peur, parce qu'on a fait un livret, comme ça, juste pour nous, un peu pour déconner. D'ailleurs, le livret qui est hors de l'édition. Et les gens étaient vraiment fous de ce livret. Et donc, ils ont dit à chaque fois, il y a vraiment les gens, ils veulent le livret depuis. Et c'est vraiment. Moi, je pensais pas que c'est. Enfin, moi, le livret, pour moi, c'est pas très important. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est super important d'avoir un petit cadeau en plus. Et quand ils l'ont pas, ils sont un peu stressés. Moi, j'ai plein de questions. J'ai fait depuis tout à l'heure, je prends la parole, mais j'ai plein de quesons encore à Stéphane. Est-ce qu'il y a des gens. Parce que j'ai encore plein de questions à lui poser, mais vous avez des questions à quand voir. Quand tu parlais tout à l'heure des jaquettes, moi, toi, j'ai vu ta couve donc, de Ashura, enfin ton affiche. Et on voit quand même que c'est une affiche qui est recherchée. Enfin, par même ce qu'elle peut provoquer. Elle n'a pas un ciel bleu déjà. Moi déjà, voilà. non, mais elle donne un peu un côté mystérieux. Enfin, c'est un peu. On sent que ça a été travaillé, que ça a été recherché. Donc c'est un peu toujours pareil. On cherche des affiches qui marquent les gens. Et les gens, ils voient une couverture très rapidement. Il faut que ça leur marque. Enfin, et toi, que ça les marque. T'as pas à essayer de vendre à des gens qui connaissent pas. Toi, finalement, les gens connaissent ton truc, donc tu peux te lâcher sur les graphismes parce que finalement, t'as pas ce côté un peu comme une couverture d'un magazine qui doit attirer potentiellement des nouveaux lecteurs. Toi, finalement, c'est juste que l'objet plaise à ceux qui sont déjà acquis à la cause. Il faut faire beau. Voilà. C'est pour ça que nous, on a refusé, par exemple, de mettre les logos Blu-ray. Enfin, le Blu-ray, il est en haut, malheureusement. Mais on met pas notre logo devant. Parce qu'on s'est dit que c'est sur moche. La tranche. Oui, on s'est dit que c'est moche, quoi. Donc on s'est dit, il n'y a pas de logo DVD, il n'y a pas de logo Blu-ray par en haut, donc il n'y a pas non plus le nom des acteurs. Voilà, à part quand c'est vraiment, on est obligé de le mettre parce que c'est contractuel par rapport à l'ayant droit. Et encore, ça arrivait peut-être 2-3 fois, pas plus. Donc il n'y a pas le nom des acteurs, on met juste le titre d'origine et puis le nom du réalisateur, c'est tout, point barre. Et alors, je te dis, je parle la parole, mais un truc que tu as dit tout à l'heure, tu parlais de Master HD, tu ne prends pas un film s'il n'y a pas un Master HD. Depuis peu, tu fais un truc que tu ne faisais pas avant. C'est de vraiment créer de A à Z du coup le master en partant des négatifs et de faire ce qu'on appelle une restauration, c'est-à-dire d'aller prendre les pellicules d'un film qui n'a pas encore été édité, des fois même pas en DVD, et de faire tout le travail que généralement faisaient que les gros, genre les Gaumont, les Pâtés. Tu commences à faire ça et ça c'est pas rien. Et ça serait intéressant que tu nous expliques un peu
comme tout à l'heure disait Véronique, un peu le processus. Comment tu... de quoi on parle déjà? Parce qu'il faut expliquer le principe des interpositifs, des négatifs, tout ça. Oh la vache, ça va être long. Non, mais de façon très succincte, mais expliquer comment on fabrique... Monsieur Bouillet, comment on fabrique un Master HD, quoi. Non, mais c'est vrai que ça paraît bête, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et on a décidé, avec Camera Obscura, de restaurer le film 36 Code Père Noël, donc, qui était présenté au PIF il y a un an. Qui va sortir aux US le 24 décembre, dans plein de cinémas Draft House Alamo, pour une séance spéciale. Ils ont fait des news encore aujourd'hui. 40 salles, je crois, effectivement. Ouais. Et donc, on a restauré le... Non, c'était il y a un an. Ça passe trop vite. Parce que le passé au PIF l'année dernière. C'est ça. Et donc, on a restauré tous les deux, à deux, on a restauré Ils sont allemands, Camera Obscura. Voilà, ils sont allemands. Et donc, on a restauré le film à deux. Donc, nous, on s'est occupé de la partie d'éclair, donc du scan 2K. Qui est un laboratoire éclair. Qui est un très bon laboratoire français avec d'autres laboratoires, mais c'est un des plus connus en France. Et on a restauré, donc on a scanné, donc ils scannent le film en 2K. Alors scanner, il faut vraiment imaginer, c'est ça, c'est vraiment, on prend des photos de chacune des photogrammes. Le cinéma étant de 24 images par seconde, on prend un scan de chaque image, donc 24 images par seconde. C'est pas Stéphane qui avec sa main fait bouton scanner, machin et tout, c'est une machine qui fait ça à haute vitesse. C'est ça, il y a, je sais plus, à la fin 120 000 images, je sais plus trop. Et donc c'est parti après ça en Allemagne pour la restauration. Alors la restauration, c'est quoi? Ça va être, vous scannez l'image brute? Il y a deux choix. Voilà. Quand on scanne un film, effectivement, le scan est ce qu'on appelle en RAW, on va dire, il est pur. Et après ça, on doit donc faire péter les couleurs, donc les faire ressortir, donc les noirs, les couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage, vraiment refaire intégralement les couleurs, enfin les caler sur ce qu'elles sont d'origine, on va dire. Et après ça, donc le film passe en restauration. Donc là, c'est la partie de restauration, c'est-à-dire qu'on nettoie les points blancs, les poils de cul. Si l'image est cassée. L'étalonnage, il est fait avant. Il est fait avant, oui. Ah, je n'aurais pas cru. D'ailleurs, vous justement dans le 43615 ou d'autres titres, vous allez chercher des gens qui ont collaboré sur le film, ou un chef opérateur, ou quelqu'un où vous essayez. Sur 43615, effectivement, c'est René Manzor qui est parti directement en Allemagne. Casser les pieds aux Allemands. Le réalisateur donc du film. Voilà, ils ont vraiment souffert parce qu'il était René est quelqu'un de très carré, de très. On peut l'appeler René là. On est René. Non, parce que voilà, maintenant on a quand même pas mal collaboré quand même. Le frère de Francis Lalanne quand même. Effectivement, voilà. C'est vrai. Et donc, d'ailleurs Francis devait intervenir dans les bonus parce qu'il a produit le film. On l'attendait au pif d'ailleurs. Mais malheureusement. Il a fait la musique ou pas? Non, c'est pas lui la musique, c'est son autre frère qui a fait la musique. C'est bien ça, c'est bien ce qui me semble. C'est une famille d'artistes en fait. Voilà, c'est une famille d'artistes à la base. Et donc il est parti en Allemagne de ce propre frère, parce que nous on n'a pas d'argent pour payer. L'Allemagne c'est 50 € les retours. 50 €, c'est 50 €. Le charadin quoi. Et donc il a fait l'étalonnage avec eux, donc ça a été très compliqué, et donc c'était très long. Après ça c'est compliqué, si le chef-op est mort, si tout le monde est mort, c'est un peu... Alors, on prend des exemples, soit une cassette vidéo, soit un interpo. Tu prends des références en fait. Voilà, on peut aussi prendre des références. Après ça, c'est un ciel bleu. Enfin, quand c'est là avec un soleil, il n'est pas rouge, donc déjà on peut avoir ça comme ça. Mais le négatif, il est genre complètement neutre niveau image. Il a comme des couleurs, le négatif. Non, il est un peu terne le négatif. On a montré sur notre Facebook, il est un peu terne. C'est des couleurs un peu délavées, on va dire. Et c'est une image raw. Les photographes connaissent ça. C'est une image qui est un peu délavée. Et donc il faut ressortir les noirs, ressortir les blancs, les jaunes. Pour expliquer aux gens, quand on tourne un film, on tourne de la pellicule, et de ça on en sort. Xavier. Vas-y, continue. Non, parce que j'ai pas me trouver dans les termes en fait. En gros, c'est un négatif, après il y a l'interpositif, et après il y a le tirage. En gros, quand on sortait les copies à l'époque pour toutes les salles, on ne prenait pas directement l'image qui a servi au tournage, parce que sinon, si on la détruisait, c'était dangereux. On avait une sorte d'intermédiaire en fait. On faisait un premier décalcage sur un positif, et cet interpositif, c'est lui qui servait à faire. Non. Ah oui, pardon. Il servait à faire du coup les copies d'exploitation derrière lui. Ah non, c'est l'interpositif, c'est l'internégatif après ça. Alors, il y a quatre passages. Négatif, interpositif, internégatif. Et de l'internégatif, on tire les copies qui allaient en salle. Du coup, le négatif, c'est normalement ce qui est le plus pur. C'est le truc le plus proche du tournage, enfin le plus proche de ce qui est sorti de la table de montage à l'époque. C'est ça. Et on n'y touchait pas, on va dire, on n'y touchait pas. Après ça, effectivement, avec l'Interpo, on faisait je crois, l'étalonnage un petit peu, on pouvait commencer sur l'étalonnage. Tu peux, Et on faisait aussi des génériques. Voilà. Donc quand il y a des digressions sur les forums ou sur certains sites sur cette copie ne correspond pas à truc original, tout ça, en fait c'est parce que ça part de ton feeling à toi, ou en tout cas de ton feeling ou ceux de tes collaborateurs, pour interpréter une image qui se rapprochait de ce que tu ressentais quand tu avais vu le film il y a 10-20 ans. Non, pas à ce point-là. Après ça, on essaie quand même de retrouver soit des bases. Après, par exemple... Tu pars jamais... En fait, sur une resto, tu pars jamais juste au feeling, quoi. Déjà, tu as des éléments de référence, effectivement, comme tu dis, tu as la peau, un blanc, tu sais qu'il va être blanc, un bleu, tu sais qu'il va être bleu. Tout le débat qu'il y avait eu sur la copie de Suspiria il y a quelques années.
Voilà. Non, mais on tira peut pas parler. là. moi, je peux en parler. Attendez. Je Non, serai mais- chez Walsan et je dirai rien du coup sur le Voilà. film. Non mais c'est vrai, voilà, c'est Moi, vrai je peux en qu'après ça, par- le on- chef, il peut s'amuser. en parler. le chef, ouais. Non mais, par exemple, pour La Rose écorchée, on avait comme base le master de Mondo Macabro, qui, eux, je pense, ne partaient pas du négatif, ils partaient d'une autre copie, je pense, qui n'était pas top. Où les personnages, c'est vrai qu'après 15 ans après, quand on revoit des vieux DVD, on prend souvent une claque, parce que c'est vraiment très mauvais. Quand on est habitué à l'HD, on fait waouh. Et c'est vrai que les couleurs, là, étaient vraiment marronâtres. Les peaux étaient marrons. Et nous, quand on fait la peau, c'est un peu rosé, voilà. Donc d'un coup, quand on balance tout ça, donc oui, notre copie est beaucoup plus clean, on va dire, au niveau des couleurs qu'un vieux DVD, ce qui est j'ai un peu normal. Mais donc oui, on a des bases, on peut se référencer à des bases. Après ça, on ne sait jamais, mais on sait jamais, on peut se planter, mais je pense pas, non. Et le dégrainage aussi. Alors, il faut expliquer que la pellicule Ça, c'est 35 une merde de la mm, guerre, Demandez, ça. ouais. une pellicule, c'est une image qui vit en fait. C'est comme c'est chimique en fait. C'est pas comme en numérique où chaque image se suit pareil. Là, il y a comme des fluides qui bougent. En fait, une image entre deux images d'un photogramme, c'est jamais la même image, on va dire quoi. Et du coup, ça crée du fourmillement, le grain du cinéma pour la pellicule. Et en numérique, on a tendance à raison à enlever un peu de grain parce que sinon ça C'est devient, normal, ça c'est devient un peu Predator. dangereux. Mais des fois les gens en enlèvent trop et du coup l'image devient complètement lisse. On a l'impression de regarder une telenovelas et c'est plus l'image qu'on a connue. Donc il y a un... Il faut garder une certaine Voilà, texture. il y a un Moi, j'aime tra- pas le mot grain parce qu'il y a du mauvais grain, du bon grain. Moi, je présente moi, j'ai des scans HD et quand on travaille un peu la restauration, on le voit. Il y a du bon grain, du mauvais grain. Et un paysan qui parle. c'est clair. Ouais, Et voilà, oh, de toute façon, il faut enlever un peu de grain inévitablement. Il faut garder une certaine texture. Voilà, ce que j'appelle texture. La texture cinéma en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas un film vidéo qu'on regarde, c'est un C'est film ça. qui vit, qui C'est ça. bouge et C'est ça. Parler à Xavier, le cas extrême, c'est la copie de Predator remasterisée il y a Ouais, oui, il est pas- 5-6 ans. il y a eu, c'était- ouais. ça devient C'était des très statues de compliqué, cire ouais. en fait. Ça devient Ils ont, des statues de ouais, cire. voilà, ils ont complètement effacé le grain C'est et ça. c'était une catastrophe. Donc Et là, les gens qui se branlent un peu sur le grain et tout ça, dans certains forums, non, il y a parfois des films, il y a pas, faut arrêter de croire qu'il y a plein de grains partout, tout le temps, ça c'est des pipeaux, quoi. Donc, Ça se voit, c'est quand c'est trop graineux, j'aime pas ce nerf aussi, mais ça fait limite faux comme image. Ça fait une image. Parce qu'en fait, le scan, quand c'était projeté, la lumière, la lentille, tout ça venait un peu lissé sur l'écran en fait. bien sûr, inévitablement, ouais. Et là, quand on scanne, on est l'œil collé à l'image, donc c'est normal qu'il y ait des trucs qui passent pas en fait. Non, mais les gens, ils ont l'impression qu'il faut du grain partout maintenant. C'est impressionnant, c'est comme si les réels à C'est l'époque. des poules. ils voulaient voilà, c'est. Regarde Ça, là. 2001 par exemple. C'est 2001. Là sur la version 4K, t'as une image qui est ultra lisse quoi. Mais c'est magnifique là par contre. Tu vois, on n'est pas dans le cas d'un Predator. Là, t'as une image limpide. Et du coup, va en rajouter dans l'effet féerique autre. Voilà. Enfin, c'est vraiment. De toute façon, tant qu'il y a les détails d'image, voilà, c'est Ce qui le compte, principal. la c'est ce qui définition compte, du hein. Blu-ray, c'est qu'on voit oui, quand même. des choses, on voit les aspérités de la peau, on voit dans le C'est ça. décor, voilà, c'est ça qui fait que. C'est ça. Même les noirs, dans les couleurs, il y a plus de couleurs. C'est une palette de couleurs un peu plus importante. Alors, Véronique me fait comprendre que c'est la fin des questions, mais moi j'ai une dernière question. Subtilement, t'as vu? Subtilement, est-ce que tu as des exclus à nous balancer? On voit des scoops. Les gens vont écouter, on sera autour du 15 janvier quand on 15 sortira. janvier, 16 janvier. ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être Ah, pas des trucs qui mal, n'ont pas encore donné, hein, des trucs. Ouais, non, Qu'est-ce que non, tu pourrais dire? Alors là, on va sortir un film, on va restaurer un film, on est très content, qui s'appelle Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff. Tu l'as dit ça, non, déjà, non? Non. Ah, oh Voilà, de Michel Lemoine. Et donc, c'est un film qui est totalement hallucinant. C'est un film qui est sorti chez Mondo Macabro il y a quelques années déjà. Donc, une copie qui n'est pas très propre. Et c'est un Python film. ne comprend pas le français, donc tu peux y Voilà, aller. non, mais en plus, Python, on collabore ensemble. Ah, Donc, c'est un quelqu'un mec qu'on adore ici, en qui est tout cas. adorable. Ouais. C'est quelqu'un vraiment, c'est un vrai passionné. Et donc, c'est un film qui est totalement barré. C'est d'un homme qui poursuit des femmes nues. Et voilà. C'est une constante chez C'est Shaggy. Qui se remonte sur la pochette. Inévitablement, voilà. Le chat qui est nu, c'est. Voilà. Mais surtout, vas-tu donner l'élément en plus, la donnée Du film. sur la restauration. Ah voilà. Et donc on a acheté les droits du film et en cherchant un peu, on avait appris par rapport à une interview qui était sur le site de Nanarland, l'acteur parlait d'une version de 2h10. Bon, c'est étonnant, 2h10, le film dure 1h25. Hein. Ah oui. Et donc en cherchant dans les éléments qu'avait Éclair, on voit le négatif, il y avait 6 bobines du négatif qui correspond à 1h25 et on voit marqué copie de travail, interpositif, copie de travail, et on voit 10 bobines. Et là on se dit 10 bobines, qu'on calcule, ça fait 2h10. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est encore ça à 100%, Là, à mais l'instant où on parle, c'est. voilà, ils sont en train de vérifier pour nous. En fin de compte, le réalisateur avait, parce que le film a été totalement interdit en France,
Il est passé sur le festival film de Paris, puis à la Cinémathèque. Interdit pourquoi ? Il a été Xé Il a été Xé pour... non, pas Xé, je crois pas. Il a été interdit pour zoophilie, je crois, un truc comme ça. Mais non, pardon, nécrophilie. Le chat qui se fait prendre. Ah non, c'est le chat. chat. Ça passe mieux. Non, nécrophilie, voilà. Les cadavres, ça passe. Non, mais il faut savoir quand même, le film, y a rien, c'est pas non plus ultra violent, c'est pas du tout ça. C'est vraiment même un peu, c'est un peu bis. Donc c'est avec Joël Coeur, c'est vraiment un film qui est plus érotique que nécrophile. Et c'est un peu, oui bon. Et donc le film a été totalement interdit par le réalisateur, je pense, a fait la version intégrale, il a fait un montage de 2h10 en négatif, puis il a fait une copie au cas où, une copie de travail en douce, et donc quand c'est passé à la censure, ça a été totalement interdit. Donc il a coupé son film en une version de 1h25 qui maintenant est totalement imbitable. Enfin, il y a des trucs hallucinants dans le film. Et donc, on aura peut-être trouvé la version avec 2h10. Tu mettrais les deux versions, du coup Non, je sais pas. On n'a pas encore réfléchi à ça. En seamless blanching On n'a pas encore réfléchi à ça. Ouais, non, pas en seamless, non. Alors, on n'a pas parce que encore sur le pensé DVD, ça passera pas. Ouais, je sais. On n'a pas encore pensé à ça pour l'instant, mais voilà, on est content si on peut. Parce que vraiment, le but de ces films-là, comme sortir le film N avec Klaus Kinski, c'est vraiment de sauver des films de de l'oubli. Puis ce qui est un peu aussi fandard, c'est de se dire qu'on sauve des films qui sont un peu, on va dire, que d'autres boîtes ne feront pas. Et notre but, c'est de faire vraiment des éditions, souvent on dit, des éditions qui soient aussi belles que des classiques. Le critérium du bis. C'était un peu ça qu'on voulait faire au début, et là maintenant on peut le faire. C'est-à-dire que même demain, des gros films de, je sais pas moi, des Ettore Scola ou je sais pas qui, de grands réalisateurs italiens, n'ont pas des aussi belles éditions que les nôtres. Alors que ce sont des films vraiment bis totalement, exploitation. Enfin, les Week-ends Maléfiques du Kontsarov, c'est vraiment du pur bis absolu, quoi. Allez, l'autre exclu. J'en veux toujours plus, moi. Balance. T'en as 25, tu peux au moins en lâcher 5. Par rapport au pif, par exemple, on a passé Maniac. Oui, alors effectivement, Maniac, on nous a dit, ça c'est toujours chiant, les gens, justement, tu parlais tout à l'heure d'import, que les gens achetaient de l'import ou pas, on nous a dit, est-ce qu'il y aura les mêmes bonus que sur le Blu-ray de Maniac qui sort en ce moment en Blu-ray, enfin qui sort en janvier, donc qui est sorti donc depuis un mois en Blu-ray aux États-Unis, qui propose donc le film avec pas mal de bonus et donc le CD. Et les gens nous disaient, limite avec, nous faisant un peu du chantage, oui, est-ce qu'il y aura le CD avec, parce que vous comprenez, moi sinon je prends la version américaine. Et on a dit aux gens, vous faites ce que vous voulez, démerdez-vous. Voilà, parce que c'est un peu, on n'a pas envie de dévoiler nos secrets avant. Et puis les gens, au bout d'un moment, c'est un peu gavant, quoi, ce côté un peu chantage. Si vous faites pas ça, moi j'achète autre part. Barrez-vous, quoi, il y en aura plus pour les autres. C'est ce que je dis souvent. Et donc effectivement, on va mettre le CD il y aura le CD, il y aura l'édition complète de Maniac. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que Cyril, c'est pas ça qu'il voulait te faire. C'est déjà pas mal. Voilà, il y aura donc les bonus intégraux de l'édition, enfin intégrale, tous les bonus de l'édition de Maniac, plus le CD. Et on va rajouter en plus un bonus en plus, je pense, un ou deux bonus. Peut-être même un livre autour de Maniac aussi. Bien. Un petit livre qu'on va éditer peut-être aussi, donc sûrement, qui est en train d'être écrit en ce moment. Merci pour ces excuses, Stéphane. De rien. Et pour terminer le podcast, on demande toujours à nos invités de choisir 3 séances pour le PIF. Donc il y a par exemple la séance culte, tu as choisi. Tu as oublié. J'adore les invités, oublient toujours. Non, parce que alors Cyril Despondin quand même est un tyran, il faut savoir. Je sais que tout le monde ici a peur de le dire. Moi, j'avais choisi Foon. Un film. Culte, j'ai choisi Denis Darko. Denis Darko, effectivement, mais bon, on en a déjà parlé dans l'émission sur. Voilà, j'ai choisi aussi Foon après, mais bon, ça a été refusé. Foon, t'avais peur de faire tes spectateurs, enfin de tes non, mais clients. Foon est un film totalement raté et c'est hallucinant. Moi, j'adore ce film-là parce que. Je regarde le film et je me dis mais comment on a pu produire ça ? Oui, mais c'est la séance interdite, pas la séance nanar. Donc c'est effectivement Martyr de Pascal Laugier qui est pour moi l'un des plus grands films français du cinéma parce que c'est vraiment une claque. C'est vraiment au niveau scénaristique qui commence par on va dire normalement à la fin du film quand une femme se venge de ses tyrans et ça commence par le contraire. Enfin voilà, le scénario est incroyable et à la fin on se laisse vraiment. Enfin on ne sait pas ce qu'on va voir comme film. Voilà. Plus le film avance, plus on se dit mais qu'est-ce qu'on voit, où ça va aller, où ça part, on ne sait pas. Moi j'adore la scène de fin, je trouve ça incroyable. Non, il nous prend, il nous perd. C'est un peu comme The Secret aussi qui était excellent par rapport comment il joue avec les attentes du spectateur. Exactement. Et comment il retourne. Ça c'est le seul à faire ça. Alors j'ai pas vu son dernier film. Donc c'est encore dans la même vague. D'accord. Et j'aime bien qu'un réalisateur me prend, me perd, me paume. Il y a très peu de films comme ça qui existent. Et là, ce film-là, en plus c'est quand même un peu violent. C'est quand même légèrement. Voilà. Mais non, c'est vraiment pour moi c'est vraiment une claque. C'est vraiment une claque. C'est un film que j'ai du mal à revoir parce que je me dis j'ai peur de pas revoir le même truc. Voilà. C'est un film qui est ultra culte à l'étranger, enfin en France aussi, mais il y a plein de gens lui vouent un culte assez dingue. Il y a des ouvrages de littéraires qui sont sortis sur le film. Enfin, c'est un film qui a fait date, en tout cas quand il est sorti. C'est vrai que c'est moi, expérience personnelle, je connaissais juste Pascal Laugier de Saint-Ange que j'avais vu en salle à l'époque. J'avais trouvé bien, mais ça m'a pas marqué plus que ça, quoi.
Et le film passait au marché du film à Cannes, Martyr, c'était la première projection. On était peut-être 30 dans la salle quand on a vu le film à la première projection. Et on s'est pris 25 claques dans la tronche, un peu comme l'actrice dans le film d'ailleurs. On s'est pris vraiment un bon gros coup de boule dans la tronche. Je suis sorti, j'ai même filmé, ça y est, on peut trouver sur internet les vidéos où je sors avec mon ami Frédéric Grousset, on sort de la projection, on est là, on fait putain, qu'est-ce qu'on vient de voir. Enfin, on ne feint pas notre surprise, on était vraiment, mais on en parle à tout le monde, on a fait un débat qu'on a filmé, machin et tout. Et il savait que la seconde projection, c'était la foire d'empointe, tout le monde voulait y aller, et le film, ça a fait un. Ça n'a pas trop marché en France parce que c'est sorti. Il y a aussi l'interdiction moins 18 ans. Il a failli être moins 18, finalement il était moins 16. Enfin, voilà, le film n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, mais maintenant il est culte, ça c'est sûr. Mais c'est surtout, alors les gens qui n'ont pas aimé, parfois on a vu certains sites internet, comme Devil Dead, justement, qui avaient détesté, ils sont soumis à 3. 4, voilà, ils sont soumis pour le défoncer, ce qui est quand même assez hallucinant que 4 mecs défoncent le film en même temps. Mais on pourra. Voilà, il y a pas d'après Maniac. Je veux dire, Martyr, pardon. Et c'est là où on reconnaît un grand film, c'est qu'il n'y a pas d'après. Donc pour moi, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, donc c'est un film qui est à part. Donc un film qui est à part, il ne peut pas être mauvais, faut arrêter Enfin, c'est pas possible. Xavier, Talal, Véronique. Oui, calme. Non, Martyr, moi j'adore, hein. Pareil, hein, c'est... Le film, il avait mis une bonne gifle et qui va même au-delà de l'image sulfureuse qu'on peut en avoir, quoi. Parce que pour tout le monde, c'est une déferlante de violence. On est sur du torture porn ou des trucs comme ça. Non, le film est beaucoup plus fin qu'un simple torture porn. Il y a un texte derrière. Il y a des actrices, les 2 actrices. Oh là là, putain, elle donne énormément. Pâté, quoi, mais c'est un truc de malade, quoi. La musique c'est est mortelle. Paradigme, les frères Cortés qui dingo, quoi. Non, c'est vraiment un film marquant et je suis assez d'accord avec Stéphane. Il n'y a pas d'après. Trouvez-moi un film français équivalent à ça depuis, quoi. Mais même limite dans le monde, qui marque autant comme ça, c'est rare, c'est plutôt rare. C'est un film qui a été fait en colère, quoi. Et ça se sent dans le film, il y a une colère. Du début à la fin, en fait, la pression n'est jamais relâchée, et en plus la fin n'est pas décevante. Et c'est plusieurs films dans un film, c'est-à-dire qu'on dit au départ, on pense que c'est un film de. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais on pense que c'est un film de fantôme, puis finalement c'est autre chose, puis finalement c'est autre chose, puis finalement c'est autre chose. C'est ça. Il relance constamment l'intérêt, et c'est un roller coaster, quoi. Et ce film a une énergie folle. Moi, je suis en admiration totale devant ce film-là. C'est assez dingue. Voilà, c'est un film qui, en plus, il a été fait à l'époque de la pellicule, donc il y a très beau, Benoît Lestan qui a fait des effets spéciaux incroyables. Ouf, même les designs quand on pense au casque et tout, il y a des trucs vraiment sales dans le film. Il y a vraiment des idées. Enfin, c'est un film jusqu'au boutiste, quoi. C'est le film parfait au bon moment. C'est un truc un peu surnaturel qui s'est. C'est une perle noire. Qui s'est fait. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà, quoi. C'est un bijou. Puis un bon Blu-ray chez Wildside, faut dire. C'est vrai, en fait, c'était Wild Bunch qui l'a sorti en salle à l'époque, qui a fait les ventes. Hier, il y a un remake qui a été aussi vendu par Wild Bunch. J'ai pas du tout aimé le remake. C'est pourri. J'ai pas vu. Non, ça sert à rien. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai eu la chance à chaque fois de voir les remakes de films français et de plus avoir appelé les réalisateurs après pour leur expliquer. J'ai appelé Bustio Imori pour le remake de l'intérieur. J'ai appelé Pascal Augier pour Martyr. À chaque fois, je me faisais l'oiseau mauvais augure qui racontait les expériences de mauvais remakes. Donc voilà. Ta séance jeunesse. Alors oui, j'avoue, j'ai pas revu le film avant. Enfin voilà, ça s'appelle Le Dragon du Lac de Feu. Et c'est un souvenir qui m'a marqué. J'étais au pensionnat, donc je sais pas, 12 ans, je sais pas, peut-être un peu là par là. Pensionnat curé, ça existait à l'époque encore. Et donc on avait le droit le mercredi à une projection dans un amphi d'un film. Un palardi. Non. Alors pas mal de Bud Spencer et Terence Hill, voilà, ils adoraient ça. Et ils nous ont passé Le Dragon du Lac de Feu, qui est quand même assez un film assez quand même terrifiant quand même, avec des personnages un peu ambigus. Enfin c'est assez incroyable. À l'époque des très bons effets spéciaux. Et je me souviens encore pour moi c'est vraiment ça l'impact du cinéma, c'est qu'il y avait quelqu'un devant moi, un jeune devant moi, qui dès que le dragon volait, se baissait. Il n'avait peur que le dragon le touche, je sais pas quoi, il était vraiment happé par l'histoire, et il se baissait dès que le dragon volait et fonçait vers la caméra. Toi tu lui mettais des claques Non, mais c'est vraiment, ça m'est resté toute ma vie en me disant, mais c'est ça le cinéma, c'est exactement ça, c'est cet impact-là sur les jeunes. Sur les... mais c'est ça, de frissonner. Ça se trouve, il était tellement dedans que pour lui le dragon était là, quoi. Et je trouve ça, voilà, c'est un film que j'ai vu à l'époque pas mal de fois, mais non, c'était à 30 ans, 40 ans, mais quasiment, non 30 ans. Donc j'ai plus vraiment de souvenirs, qui étaient de mes souvenirs très très bien faits. Et voilà, pour moi c'est ça le cinéma. C'est de laisser qu'on arrive à percuter un spectateur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est un peu comme les DVD. Je me sens obligé de prendre la parole parce que
Je vais même utiliser des termes un peu vulgaires, je suis désolé. Ouais, attention. Pas toi, Attention, Xavier, pas toi. Tu mettras des bips, tu rajouteras des bips. Pas du tout. Non, moi je tiens à préciser que Le Dragon du Lac de Feu, c'est un putain de film. Mais vraiment, moi Ça, les promos, non, quoi. mais j'adore ça. Ouais, c'était histoire de teaser. Non, vraiment, j'adore le film et j'irai même plus loin en disant que c'est le plus beau dragon du cinéma. C'est un truc de malade, je vous jure, le dragon, il est sublime. Il est beau. Il est vraiment sublime. C'est de la stop motion, c'est quoi? Il y a un C'est mélange ouais, électronique. c'est un mélange, ouais. Non, c'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, le film est magnifique. Au niveau de l'écriture, l'ambiguïté, c'est pas seulement les personnages, hein, c'est aussi le scénar. Il y a quelque chose Ah, je veux pas trop en dire, mais le scénar est assez étonnant. Et en fait, le réalisateur, en fait, c'est un mec qui a beaucoup bossé en tant que scénariste. Il a beaucoup travaillé avec Spielberg. Il a aussi bossé avec George Lucas, donc il a bossé, je crois, sur THX 1138. Spielberg, je crois que c'est Sugarland Express. Comment il s'appelle du coup là Je me souviens plus comment il s'appelle, je suis désolé. Et c'est réalisateur aussi d'un autre film que moi personnellement j'avais beaucoup aimé, qui est Miracle sur la 8ème avenue. Ah, c'est lui qui fait ça. Ouais, c'est lui qui avait fait ça. C'est une production en blind, ça. Et du coup, enfin voilà quoi, le mec il fait un peu partie de. D'ailleurs, c'est une production Disney, c'est ça Mathieu qu'il faut le dire. Alors c'est de mémoire, c'est Disney et Paramount. Bah, c'est pas, Je sais plus. Je crois que c'est ça. Et Touchstone, c'est la boîte de Disney. Ouais, non, je sais- c'était avant. non, C'était c'était avant. avant. C'était largement- Et en fait, du coup, le Dragon du Lac de Feu, ça fait un peu partie de la veine dark Ah oui, Tron, Disney, Tron, le Trou Noir, voilà, et ouais. qui, comme tous les films de cette vague-là, Condorman. se sont fait défoncer. Ça a pas marché. Et il n'existe pas aujourd'hui en vidéo. Ben voilà quoi. Alors C'est vrai, ouais. que pour C'est fou. pour Ah bah, quelques voilà. films, bah, le Il est sur le Amazon meilleur. en Allô, HD. Mickey? Non, mais il est sur Amazon en HD, quoi. Le- C'est pour ça que je en l'ai tout vu, cas, moi. de cette veine dark Disney, le meilleur c'est le Dragon du Lac de Feu. C'est vraiment une tuerie. Et juste derrière, c'est un film que C'est bien j'adore, filmé, c'est en le plus. Trou Noir. Trop noir. Moi, j'avoue, j'ai découvert le Dragon du Lac de Feu hier soir, hein, du coup, pour préparer cette émission. Je me suis un peu fait chier. Putain. Donc, je l'ai regardé- je l'ai Mais c'est regardé- normal, c'est un film qui je l'ai voilà, regardé tu en vois ça. accéléré, en fait, mais je retiens deux choses. Dès qu'il y avait les scènes avec le dragon, j'ai laissé. Elles sont effectivement sublimes. Il y a une putain de photos. Il y a des moments Ouais. dans la forêt, il y a des trucs, on dirait du Ridley Scott. Hein, c'est super beau, quoi. Je pense à Legend et tout. Il y a vraiment des très beaux passages. Et il y a effectivement des séquences assez dingos et c'est assez violent. Il y a une nana qui se fait cramer en bout portant devant la caméra. Enfin, il y a pas mal d'idées comme ça. Et effectivement, le dragon, je me suis dit, est-ce que les gamins maintenant ils pourraient trouver ça un peu de chipos et tout? À part une ou deux incrustations, mais vraiment pour chipoter, tout le reste c'est invisible. C'est super bien foutu, quoi. Le mélange animatronique, stop motion, compositing et tout fait que et c'est le jeu du montage. On arrive à tricher comme ça à l'époque. Non, et mais tout. c'est clair, c'est clair. De Et, toute façon, je pense que le film marche même maintenant pour un public jeune, il marchera quand même pareil. Honnêtement, moi j'ai passé Gremlins une fois à des enfants d'avec quoi 8-9 ans et ça marche, ils sont à fond dedans quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de Mais souci. Gremlins, c'est encore le côté practical effect, comment dire ça, on les voit, les bestioles sont là, elles sont devant nous. Non, mais ces films-là marchent quand même toujours maintenant. Ouais. Mais il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de compositing dans Gremlins. Ouais, oui, non, Ça mais reste encore les même marionnettes, hein. le sujet Ah est oui, un peu oui. noir, ça plaît quoi. On termine avec ta séance interdite. Oui. Et on en a déjà un peu parlé. Non. C'est donc Maniac. Maniac, voilà, Maniac, c'est vraiment le film, moi, c'est ma première VHS. Donc je me souviens exactement. René Château. René Château, je me souviens exactement où je l'ai acheté. Donc c'était à Nîmes, j'étais en vacances. Et avec mon argent que ma mère, mon père m'avait donné pour mes vacances, j'étais chez mes grands-parents avec mon oncle et tout. Et je regarde ça au petit déjeuner. En fin de compte, j'avais acheté ça. Donc, et je mets ça au petit déjeuner. Et mon oncle regarde ça et me dit, mais t'es sûr que t'as le droit de le voir ce film hein? Ta Je fais, gueule. ouais, moi je fais ouais, voilà. J'avais 13 ans, ah je ouais, pense. putain. Voilà, Maniac en plus. Maniac, voilà. Et donc, quand je l'ai vu passer là, qu'il était en vente, j'ai fait, je suis là, je le veux, je mets le prix, je m'en fous. Et donc, on a mis le prix, on l'a acheté. Pour moi, c'est vraiment le film là, c'est avec L'Ange de la Vengeance, avec Cruising, c'est vraiment le New York crado des années 80. Il y a très peu de films qui montrent ce New York un peu de la 42e rue. qui est vraiment- un peu frère de sang. Frère de sang, voilà, on a typiquement. la même période. Et ce côté trash, cette ambiance un peu glauque, et ce New York vraiment qui sent la pisse, et qui sont c'est vrai, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bien montré dans le film. Et voilà, c'est un jeu le jeu de Joe Spinell est juste hallucinant, c'est ultra violent. Enfin, dès le début, la scène de l'étranglement, là, de la strangulation est hallucinante. C'est un film, même maintenant, on fait pas mieux, quoi. Le remake est pas trop mal, moi je trouve, Ouais, c'est vrai, mais c'est pas mais mal. n'est pas au niveau d'une telle violence. C'est quoi. autre chose. Le mec est moins glauque. C'est autre chose, voilà. Mais je pense aussi que
je sais pas, est-ce qu'un jeune de 13 ans qui regarde le remake de Maniac n'a pas les mêmes émotions que moi quand j'ai vu à 13 ans? Non, Voilà, c'est autre chose. ça, je sais pas. C'est un autre type de film. Voilà. Mais là, c'est Mais vraiment le POV aussi qui change beaucoup. Le point of view. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est POV qui est un terme du POV, porno, quand ouais, même, faut c'est le dire. Hein. c'est clair. On voit Tonal Train, quoi. Je pensais qu'il réagirait. Anal, bravo, Tonal. C'est clair. Un terme technique qu'on utilise tous les jours. Ouais, Oui, c'est ça. Technique. Cream pie, tout ça, là, bukake, hein, Non, voilà, Maniac, c'est vraiment le choc. La musique est incroyable. Enfin, c'est vraiment l'un des bijoux noirs, je trouve. C'est vraiment, voilà, que Martyr, c'est des films comme ça qui, moi, m'ont marqué et que j'aurais rêvé un jour de sortir une belle édition de Maniac. Enfin, une plus belle encore que Volta, qui est déjà superbe. de Martyr. De Martyr, pardon. C'est cool, tout à l'heure, t'as remercié Martin. Et ouais, c'est vrai, d'un coup, voilà. Et c'est vraiment deux perles qui, vraiment, je trouve, m'ont marqué et deux bijoux. Donc tu as assouvi un fantasme en fait d'enfance Totalement. en le sortant quoi. Totalement, c'est ce film-là. l'aboutissement, Mais chaque hein. année, de toute façon, on sort un film qu'on a sous. Enfin voilà, La Nuit d'exorcisme, c'était vraiment Ça, aussi. ça fait un moment que t'en parlais. Voilà, qu'on le voulait. Même Opéra, là, cette année, c'est Maniac. Voilà, donc c'est vraiment, on se prend à chaque fois un film par an, sûr de. Le Père Noël est une ordure. Tu rêvais de sortir depuis gamin. Non, c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre qui a jamais été pareil. On n'a jamais revu depuis un film comme Maniac. Non, je vais penser 15 que Père Noël. Ah, c'est que Père Noël, ouais. Ouais, je vais rien dire. On mélange Les tout ce soir. précommandes commencent quand alors du coup? On sait pas encore. Ça, on a reçu le master qui est vraiment génial et on a reçu les bonus. Donc voilà, il y a quand même. Une fourchette de Les date. bonus sont quand même juste hallucinants. Il a retrouvé des reportages télé de l'époque où il y a les féministes, les femmes contre le viol, Ah ouais. qui manifestent devant les cinémas en disant que c'est de la honte. Enfin, il a retrouvé, c'est hallucinant au niveau des bonus, quoi. Je pense que c'est avril-mai, par là, avril. Voilà, avec Caroline Monroe. Enfin, on espère faire venir Caroline Monroe Ah ouais. en France pour une séance de dédicace. Classe. Voilà. Non, mais il faut faire des choses bien, quand même. Puis donc, il est passé au PIF, il passe dans un autre festival après. Je sais pas si je peux le citer. Passe à Lune Noire. Lune Noire sur à Bordeaux. Voilà, c'est tout. Voilà, et d'accord. Bien, on termine en musique, comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est bien sûr notre invité Stéphane qui a choisi la BO qui va clôturer ce Pifcast. Et tu as choisi... Ah bah c'est Démon, ça c'est vraiment... le film est déjà génial. Ça c'est de Démon, le film. Non, Oui, mais mais qui le film de... Merci, j'ai oublié. Lamberto. De Lamberto Bava, voilà. Ouf. Le fils prodige. Et c'est un grand nawak, ce film. Et la musique est... Enfin, honnêtement, s'il n'y avait pas la musique, le film serait aussi bon. C'est un Et film la- qui- et la musique de Ça tue. Claudio Simonetti. Claudio Simonetti, voilà. C'est un film à voir dans un cinéma quand même. C'est un des Voilà. rares films où tu Non, te mais dis, c'est dans un cinéma incroyable. ça a plus. Parce qu'en fait, l'action se passe dans un cinéma Ouais. qui est attaqué par des Et zombies. d'ailleurs, au pif, un jour, ça serait bien qu'ils passent les deux, parce que franchement, même le 2, moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, je l'avais passé à Lyon Ah, dans t'avais une passé à nuit, Lyon une nuit hallucinée. Ouais, j'avais passé le 1, Non, je mais crois. c'est vraiment la quintessence du bis italien. C'est vraiment... Avec un petit rôle de Michele Soavi. Michele Soavi, dedans, oui. C'est produit par Argento, qui C'est ça. à l'époque avait justement Lamberto Bava, il sait faire des choses ensemble. Il y a Démon 2 aussi, qui est pourri aussi. Non, mais c'est pas... Non, c'est fun, ça reste fun. Ça Démon reste- 1, j'aime bien, mais Démon 2, c'est dans l'immeuble, c'est ça, avec Ouais, le c'est avec le un parking immeuble, et ouais. tout. Ah, il est Non, moins il y a bien. des- il y a des trucs super cool. Il est dans moins le- bien, mais je trouve que La séquence du parking est la cool. ouais. scène dans Démon 1, la fille transperce l'écran qui s'étale et puis elle se transforme en démon devant tout le monde. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et il y a un 3 Et donc, non The Church, c'est aussi un. Non, c'est non, c'est un ça- vrai 3 ou un ça faux devait 3 être- du coup? Ça devait être un 3, mais ça n'a pas été un 3. non. Sorti chez le Shaggy Film, d'ailleurs. Effectivement. Sous le nom Sanctuaire, Sanctuaire. voilà, c'est ça. Et donc pourquoi la musique? Parce qu'elle est géniale, elle a un rythme. De toute façon, dans le film, elle est incroyable. Elle est collée au film. C'est une BO qu'on peut écouter même. Moi, je l'écoute souvent en dehors du film, quoi. Et elle colle parfaitement au film. Elle a un tempo. À qui on doit cette musique? Claudio Simonetti. On l'a déjà dit. Ah merde, excuse-moi. Bah oui. Putain, mais Voilà, tu il suis suit pas le aujourd'hui. mec. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui est Claudio Simonetti? C'est le fils de monsieur et madame. C'est le fondateur du groupe Goblin. Voilà, Goblin, ouais, qui a fait Regarde toutes comme ça. les. C'est le Goblin en solo, quoi. Bah, c'est l'un des plus grands compositeurs des cinémas italiens des années 70. Mais quand il est pas avec les Goblins, il a tendance à être un peu plus rococo, on va dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je C'est conseille mignon. à n'importe qui de regarder sur YouTube le C'est vrai. Horror Project de Claudio Simonetti, où en fait il s'est tapé un délire à reprendre les chansons des films d'Argento façon genre si vous voulez voir les frissons d'angoisse version rap. Ah oui. Si vous conseille le Horror Project, ça vaut son peu de cacahuète. Vous tapez Deep Red rap sur YouTube et vous allez les oreilles qui vont saigner, je vous jure. Mais déjà, dans cette musique, on sent quand même les années 80. Ah bah là, Simonetti, quand tu vois les clips qu'il a fait dans les éditions d'opéra de Paolo Underground, mais avant Encore Bay,
il revisite la musique d'opéra et les clips ils sont d'un cheapos, mais c'est gênant. Mais ils sont aussi sur notre Blu-ray, hein, je sais pas si tu l'as vu. Ah ouais, j'ai pas vu. Bravo, hein. Bravo. Ah bah ça commence comme ça. Bravo. Donc, du coup, avant d'écouter le morceau, on va te remercier Stéphane. Merci, d'être venu merci dans à vous, ce merci à vous. podcast. Longue vie au chat qui fume. Bah, c'est Ouais. gentil, hein, c'est gentil. Hein. C'est bien, on Et- est bien ici, on est bien reçus en fin de compte. Donc Ouais. 2 vies, t'en restes plus que 7 pour Voilà, chaque c'est film ça, et ça on est va, bon ça pour va. le chat quoi. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.